Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Salut à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir un entrepreneur moins connu du grand public, non pas parce que moins bon, mais surtout car il est moins exposé que beaucoup d'entre nous. Jean-Yves Bernard est un serial entrepreneur qui n'a jamais fait de levée de fonds et qui travaille sur des business dans lesquels il n'a pas besoin de se mettre en avant. Il casse les codes avec des conseils qui vont souvent à l'encontre de ce qu'on peut entendre ailleurs. Il sait notamment privilégier son style de vie et protéger ses passions en réussissant dans des business avec une forte récurrence et des marges confortables. Il a notamment créé Capital Koala, le Vinyl Club, la Yoga Box et la Bougie Box. Jean-Yves était une promo au-dessus de moi à l'IPAG avant de se lancer dans la musique et de reprendre les cours à l'ESCP, au Master Innover et Entreprendre dans lequel nous sommes tous les deux particulièrement actifs. Il va nous livrer toutes les clés de sa réussite dans des business aussi originaux que lucratifs. Pour ceux qui écoutent jusqu'au bout, Jean-Yves vous offre même un cadeau. Avant de commencer, je voudrais remercier un grand nombre d'entre vous qui pensent à me mettre en relation avec un mot toujours très cool quand votre réseau recherche une agence digitale. C'est comme ça que Cosa Vostra progresse et je vous en suis plus que reconnaissant. Bonne écoute, Génération Do It Yourself épisode 8, c'est avec Jai, a.k.a. Jean-Yves Bernard, et votre serviteur Mathieu Stéphanie. Bonjour, je suis aujourd'hui accompagné de Jean-Yves Bernard, qui est un entrepreneur, multi-entrepreneur que je connais depuis assez longtemps. Jean-Yves, que je pourrais appeler éventuellement Jai pendant cet enregistrement, ne vous étonnez pas. Bonjour Jean-Yves. Salut Mathieu. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Eh bien, je m'appelle Jean-Yves. J'ai monté ma société Capital Koala avec mon associé Alex il y a de ça 7 ans maintenant, 7-8 ans. Et puis depuis, j'ai monté 2-3 autres boîtes. Donc je suppose que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Entre autres, essayer de comprendre comment tu as pu évoluer ces dernières années. Donc Jean-Yves, toi, ce qui m'intéresse particulièrement, j'ai reçu pas mal de monde sur ce podcast déjà, mais c'est notamment la manière dont tu as fait du business et le côté aussi multicarte que tu peux avoir désormais. T'as commencé, alors nous on s'est connus à l'école, donc tu as commencé par une école de commerce. J'ai un oiseau derrière moi qui fait plein de bruit. Ouais, c'est cool. Voilà, on a laissé les fenêtres ouvertes parce qu'on est en pleine chaleur estivale. Donc nous, on s'est connus à l'IPAG. Et après, toi, t'as bossé, je crois, en médias, ouais. Non, c'est ça, en régie. Ouais, en fait, juste après nos études, moi, je suis parti voyager un peu partout en Amérique du Sud. Et j'ai réalisé que je voulais faire de la musique. Donc en fait, j'ai fait de la musique ensuite pendant à peu près 4 ans, à plein temps. J'ai fait une école de musique, etc. J'ai écrit des chansons, tout ça. Et puis à un moment, je me suis dit que ça pouvait quand même être bien de me rebâtir un CV, de revenir vers le monde de l'entreprise, que j'aimais bien. En plus, j'aimais bien l'entreprise, mais j'aimais bien aussi faire d'autres choses. Et puis voilà, au bout de 4 ans de musique à plein temps, je me suis dit que c'était bien, mais à plein temps, vivre de sa passion, d'une part, c'est dur, et puis aussi pas facile ensuite de s'échapper une fois que notre passion et notre job. Et puis voilà, et puis je vais pas non plus spécialement percer, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, j'ai fait plein de choses géniales et ça, je continue d'ailleurs, j'ai continué toujours la musique et je continue à faire des concerts. Donc ça, c'est hyper, c'est cool d'avoir fait ça tôt plutôt que d'avoir attendu ma retraite pour le faire. Et donc voilà. Et donc ensuite, je suis revenu effectivement vers le web. Enfin revenu. J'avais pas bossé dans le web, mais je savais que si je bossais un jour, ce serait dans le web. J'étais tombé dedans un peu comme tout le monde, et puis plus jamais sans mon web. Donc voilà, donc j'ai bossé dans les médias, dans la pub sur internet, dans 2 groupes. La chance que j'ai eue, c'est que des copains me prennent dans leur boîte, alors que j'avais un CV un peu dépouillé, quoi, un peu avec des dièses et des bémols. Et puis voilà, j'ai bossé là-dedans. J'ai rapidement compris que fallait que je monte ma structure parce que je me sentais un peu prisonnier de certains process et autres, sans dire du mal des entreprises un peu plus grosses, mais voilà, moi je voulais être libre. Donc je suis parti faire un master spécialisé à l'ESCP qui s'appelle le Master Innover et Entreprendre,
qui est un super master, voilà, que tu connais aussi. On en parlera peut-être plus tard, mais depuis, je suis devenu prof dans ce master, donc autant dire que je suis pas très objectif pour dire que je l'aime beaucoup. J'y ai rencontré mon associé, Alexandre, dont je parlais tout à l'heure, avec qui rapidement on s'est retrouvé sur des valeurs, c'est-à-dire l'envie de monter un business utile dans le web. Et on s'est retrouvé sur quelque chose pour les enfants, puisque je l'ai pas précisé encore, mais le plus gros de ma carrière professionnelle à ce moment-là, c'est animateur et directeur de colo. D'accord. Voilà, que j'avais fait depuis mes 17 ans et qui m'avait vraiment changé ma vie, tout le rapport à la pédagogie, à plein de choses, à la gestion de projet. Ça reste d'ailleurs le job le plus dur que j'ai fait, même après avoir monté quelques boîtes, donc c'était la meilleure des formations. Ça, c'était un job d'été ou c'était C'était un job d'été un peu plus parce que justement à partir du moment où je me suis lancé dans la musique, j'en faisais aussi toutes les vacances et puis même hors vacances scolaires. Après j'ai commencé à gérer des groupes aussi d'adultes et tout. Enfin bon, j'ai fait pas mal de choses, c'était assez marrant. Ça m'a permis de bien voyager un petit peu partout, en emmenant par exemple des adolescents en autonomie, en itinérance, à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud, en Chine, au Mexique, au Vietnam. C'était vraiment cool. Bref, je m'écarte. non, on est en plein dedans. Mais voilà, non, c'était la plus grosse, le plus gros boulot que j'ai eu à faire d'un point de vue gestion de projet. Et juste, je te coupe, mais dans tout ça, à chaque fois que tu as fait quelque chose, t'es passé par une école. Enfin, tu le dis, école de musique, ESCP, etc. Formation donc, aussi pour être directeur de colo, il y a pas mal de formations, de stages et autres. Voilà. Complètement, ouais. Donc finalement, t'es dans tout ça assez peu autodidacte. Enfin, je note ça, c'est intéressant. T'as besoin de faire ce passage école en disant où c'est. Déjà, j'adore être sur les bancs de l'école. Ça, c'est vrai. J'adore l'école. Je fais pas partie de ces entrepreneurs qui étaient cancres et qui sont devenus, qui étaient des créatifs frustrés. Non, moi j'ai toujours été assez bon à l'école, même si j'avoue qu'au lycée, j'étais plus intéressé par la musique ou par ma vie sociale donc j'étais pas forcément des super notes, mais j'ai toujours été, j'ai bien aimé l'école, quoi. Et donc ouais, j'adore revenir sur les bancs de l'école. Et c'est vrai que j'ai une logique. Peut-être j'y ai réfléchi depuis, mais je pense que mon papa me disait toujours quand j'étais petit, quand on sait pas, on touche pas. Donc je pense que ça m'a freiné sur certains trucs. Je pense que parfois on sait pas, faut quand même tester, faut trifouiller. Mais moi du coup j'ai toujours eu ce rapport. Ok, déjà commence par apprendre les règles et ensuite tu pourras en sortir. D'accord. Et la musique c'est le meilleur des exemples. Je faisais de la musique depuis ado, mais à l'oreille. Et puis quand j'ai commencé à faire une école de musique, apprendre à lire et à écrire la musique, ça m'a quand même ouvert beaucoup de portes et je trouvais ça plus facile après avoir digéré toutes ces règles de pouvoir en sortir. D'accord. Et donc tu passes cet épisode musique. Tes expériences de boulot avec tes potes dont tu disais tout à l'heure, par exemple, ça c'était après la musique. Ouais, ça c'était après la musique, en tout cas après la musique à plein temps. D'accord. Donc voilà, j'ai bossé dans les médias, j'ai vendu de la pub, ce qui était probablement la meilleure formation pour être entrepreneur pour le coup, c'est vendre. Parce qu'au final c'est ce qui est quand même le plus important, de vendre son produit, de vendre, d'avoir des clients et puis de faire du chiffre d'affaires, au-delà de ficeler son idée, au-delà de monter un site, etc. Voilà. Donc je pense que c'était une super formation de vendre toute la journée. Ça m'a un peu saoulé aussi au bout d'un moment parce que voilà, au bout d'un moment on en fait le tour. Mais ouais, tester pas mal de techniques de vente, voir des différents acheteurs, différents clients potentiels, c'était vraiment super intéressant. J'avais un peu théorisé ça même d'ailleurs à un moment, c'était assez cool et du coup j'essaye de transmettre ça aussi maintenant dans les cours que je donne à l'ESCP. Mais on en parlera. Donc voilà. Donc effectivement, je me dis, je veux monter ma boîte et tu as soulevé un point très intéressant. Au lieu de me dire, je me casse avec mon pôle emploi et je monte mon truc, je me dis, je vais aller essayer de faire une des meilleures écoles possibles. Donc je passe tous les différents examens HEC, ESCP. Donc j'ai la chance d'être pris dans les deux. Et puis j'ai choisi le SCP d'une par proximité. Tout le monde me dit, HEC, c'est le numéro 1 et tout. Mais en fait, ouais, j'avais eu un meilleur rapport. J'avais trouvé que le truc était plus orienté pratique et pragmatique. Et puis j'avais apprécié que les gens de l'ESCP me rappellent derrière en me disant qu'ils voulaient vraiment que je fasse partie de la promo, qu'ils aimaient bien mon profil et tout. Donc j'ai choisi l'ESCP et non HEC, bizarrement. Mais ce qui est pas mal, il y en a beaucoup. Enfin, alors moi, je fais les sélections, les oraux du master. Je sais aussi que un type comme Marc Fournier est assez pushy pour aller chercher les élèves
Xavier l'orphelin également, mais donc tous les deux de Serena Capital, mais je crois qu'aujourd'hui le master est hyper bien classé, en l'occurrence parmi les meilleurs au monde, et c'est intéressant, on revient aussi au côté commercial que tu disais, c'est-à-dire que il y a cette approche de dire va pas acheter le diplôme uniquement la marque HEC ou SCP, mais va choisir la meilleure formation pour entreprendre, sachant qu'ils cherchent vraiment des gens qui sont entrepreneurs en herbe dans l'absolu, et je pense que la démarche de se dire ce qu'on veut vraiment, on va les chercher, on s'assure qu'ils viennent. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément intéressé sur le master. D'accord. Et donc après, tu te dis bon, je vais tout plaquer, je vais faire ce master. Tu fais le master et l'idée de Capital Koala, tu l'as pendant le master? Ouais, c'est ça. En fait, donc on se rend compte avec Alexandre dans le master, qui est un master qui est fait pour que les entrepreneurs se rencontrent entre eux et donc match plus ou moins. Et donc voilà, on se retrouve sur notre projet de créer un business utile. Les enfants, le web, on en parle, on regarde un petit peu ce qui se fait de par le monde notamment, qui est une bonne façon de commencer à trouver des idées. Et en fait, on repère un site aux US qui aide les familles à financer les études supérieures de leurs enfants, sachant que les études supérieures aux US sont assez chères, qui cartonnent, voilà. Et donc on se dit, est-ce que c'est adaptable à la France? Bon, c'est différent. Les études supérieures sont certes un peu chères en France, mais c'est pas au niveau des États-Unis. Donc on repense un peu le truc, on l'oriente vraiment sur le côté épargne familiale, en se disant, l'épargne en France, c'est quelque chose de prépondérant. Quand on était gamin, tout le monde avait son livret A ou son livret écureuil, etc. Voilà, donc nous on part sur un koala, qui est un marsupial qui a une poche comme le kangourou, qui lui permet d'épargner. Et puis c'est très mignon, c'est un nom assez court, qui se retient facilement, donc on adopte ce nom-là. Et donc on se lance, je vais peut-être expliquer ce que c'est Capital Koala. Donc c'est un site qui permet aux gens d'épargner pour leurs enfants quand ils font leurs achats en ligne. Donc c'est un principe basé sur l'affiliation, le cashback comme on dit. Vous faites vos achats chez un de nos 2000 commerçants partenaires, que ce soit Booking pour vos vacances, La Redoute pour vos vêtements ou Assos, Verbaudet pour les fringues de vos enfants, enfin tout, ça marche à peu près sur tous vos achats. Quand vous passez par Koala, ou du moins par la petite extension navigateur, nous on touche une commission d'affiliation qui nous est versée par les commerçants, une commission d'apport d'affaires. On se rémunère en partie sur cette commission, à peu près un gros tiers, et on reverse les 2 tiers restants sur le livret d'épargne des enfants. Et ce qui est intéressant, versus un site de cashback un peu classique, c'est qu'il y a donc déjà des valeurs, une portée positive et constructive, et en plus on peut inviter les membres de sa famille à épargner avec soi. Donc du coup, ça commence à devenir intéressant quand on a les 2 parents, les parrains-marraines, les grands-parents, pourquoi pas des oncles et tantes qui, à chacun de leurs achats, génèrent comme ça de l'épargne pour tous les enfants de la famille. Ça fait grossir l'épargne beaucoup plus rapidement que si on le faisait que pour soi, ce qui est le cas des sites de cashback. Et en plus, le projet à long terme qui est de se dire, pour ses 18 ans, mon enfant aura 5000 € par exemple pour se payer son permis ou commencer à financer ses études ou son Erasmus, que sais-je. Le projet à long terme rend le service Capital Koala porteur de sens. Sachant que si avec 5000 € il se paye un permis, c'est qu'il a raté pas mal de fois et le code et la conduite, donc il a vraiment pas de stress pour passer son permis. Mais... c'est vrai, voilà. En tout cas, voilà, c'est réaliser ses premiers projets, pas mal d'idées. Et du coup, ouais, on part sur une logique de cashback, ce qui est assez couillu quand même, parce que le cashback en France, c'est quand même un truc. Ça cartonne pas. Ouais, j'ai quand même l'impression que ça a marché dans le monde entier, sauf en France, en tout cas, que toutes donc le principe de base du cashback, c'est je fais un achat et je récupère d'une manière ou d'une autre une partie de l'argent parce que je passe par un tiers qui fait du cashback. Donc, ouais, c'est vrai. C'est quand on s'est lancé, on nous a pris un peu pour des fous. Je pense qu'on était probablement un peu naïfs, effectivement. Mais voilà, tout le monde nous dit le cashback en France, ça marche pas trop. On comprend pas votre truc, machin. Et en fait, on s'est dit pourquoi ça marche pas. Bon, déjà, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui trouvent que si c'est pour gagner quelques euros, ça vaut pas le coup de s'embêter ou de se prendre plein de spam. Donc, et ensuite, peut-être qu'ils se sont dit aussi, ouais, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, en fait, on s'est dit, comment répondre à ces problèmes-là?
On a essayé de rendre la chose beaucoup plus vertueuse. Voilà, c'est de l'épargne bancaire, c'est pour les enfants. Et puis en plus, voilà, on est hyper clean, on fait pas de spam, on pourrit pas les boîtes mail de nos utilisateurs. Donc on a essayé de faire un truc un peu clean. Et puis on s'est dit, c'est un bon moyen de le faire connaître. C'est une réponse un peu sociétale, problématique de pouvoir d'achat qu'on peut connaître aujourd'hui, que les familles peuvent connaître en France, la difficulté d'épargner pour ses enfants, voilà. Donc on s'est un peu positionné différemment. Sachant que c'est assez ambitieux parce que tu as pas mal de partenaires aussi. Enfin, sur le cashback, tu as au moins 3 ou 4 parties, on va même dire 4. Tu as Capital Koala, tu as donc évidemment la personne qui fait ses achats, le consumer, dans le C de B2C, mais tu as aussi évidemment le commerçant. Et puis un dernier qui est la banque. Donc toi, tu dois avoir des relations avec tout le monde. T'es un peu au milieu de tout ce flux transactionnel. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, donc si pour expliquer à tous ceux qui ont des enfants pourquoi ils doivent aller sur Capital Koala et surtout comment ça se passe, ça passe par le principe d'un plugin, d'un widget ou de quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, on s'inscrit, c'est gratuit, et là, tout de suite, on vous propose d'installer une petite extension navigateur ou module, ça dépend du navigateur sur lequel vous êtes. Et puis ensuite, tout se fait de manière assez fluide, c'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, sur le site de la Fnac, vous n'avez pas forcément pensé à utiliser Koala, mais nous, on vous met un petit bandeau tout de suite qui s'affiche sur le site de la Fnac. La Fnac est partenaire, activez votre bandeau et ensuite vous toucherez votre remboursement Koala d'un montant de X. Et donc il suffit juste de cliquer sur le bandeau, ça recharge la page, on fait un dépôt de cookies et puis diverses solutions de tracking diverses et variées et ça suffit. Ensuite on fait son achat normalement jusqu'au bout, on n'a pas à utiliser un email particulier, on n'a pas à renvoyer des infos, on n'a pas à utiliser un moyen de paiement particulier, tout ça est assez fluide, assez simple. D'accord, donc le site de la Fnac a une information que tu viens ou que tu es affilié ou en tout cas Capital Koala. D'accord, et donc tu dois l'activer sur chacun des sites et ça l'utilisation du plugin ou du comme ça c'est pareil. Moi j'aurais quelqu'un qui viendrait me dire ça dans lequel je devrais investir, je me dis c'est quand même un frein parce que les gens utilisent pas complètement ça, mais là vous avez réussi à le mettre super seamless sans friction. Ouais, c'est ça, on a toujours essayé de faire quelque chose de très simple, très léger, surtout pas le moins de friction possible, surtout pas qui vient perturber votre navigation, et sachant qu'il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on a une partie des gens qui souhaitent pas l'utiliser, et auquel cas, il faut repasser par le site Capital Koala avant de faire chaque achat. Mais bon, pourquoi pas, les gens, ils trouvent leur intérêt, donc ils repassent par Capital Koala, ils vont sur la fiche du commerçant, et là, ils cliquent sur « Je vais chez le commerçant ». Et donc là, de la même façon, ça dépose le cookie et les divers tracking. D'accord. Et donc là-dessus, le commerçant, t'as signé un truc avec lui, avec chacun des commerçants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est des partenariats d'affiliation. C'est assez light comme contrat. C'est en gros, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a rapidement eu beaucoup de commerçants. C'est que les e-commerçants sont habitués à verser des commissions d'affiliation à divers acteurs pour faire leur beurre, et donc ils ont tout un tas de programmes d'affiliation qui sont gérés par les plateformes d'affiliation, qui sont des sortes d'agences qui sont missionnées pour générer du trafic et des ventes sur ces sites. Et donc voilà, nous en fait on n'a pas révolutionné ce système-là, on a dit faites avec nous comme vous faites avec Google, un comparateur de prix ou même des blogueurs que vous rémunérez sous cette forme. Vous nous rémunérez à chaque vente générée, sauf que nous on transforme cette commission en épargne. Et donc, du coup, ça nous a permis non seulement de mettre ça en place très vite, puisqu'on révolutionnait pas leur système, ni techniquement, ni réellement, commercialement. En revanche, on a pu avoir des commerçants qui refusaient de faire du cashback. On a pas mal de commerçants aujourd'hui, je sais pas si j'ai le droit d'en citer. Bien sûr, voilà, comme Decathlon, ou même Price Minister. On a eu une époque, Amazon, on a eu, pas mal de e-commerçants qui sont pas séduits par le cashback pour des raisons diverses et variées, mais qui le font avec nous parce que le projet est positif, que c'est pour l'épargne des enfants. D'accord. Et donc du coup ça tu vas les signer un par un. Tu passes pas par un tiers qui est une plateforme d'affiliation. Alors si le gros des commerçants, c'est quand même par les plateformes d'affiliation qui font l'essentiel du boulot, qui nous permettent de simplifier. Elles gèrent le tracking, elles gèrent la facturation, elles gèrent le recouvrement, elles gèrent une partie des réclamations. Donc c'est vraiment très pratique. Et puis sur les gros, effectivement, on essaie d'aller voir en direct. Et elle ponctionne aussi une commission du coup au passage. Exactement. Ouais, c'est leur business. Ok. Et toi, ta relation du coup avec les banques, c'est quoi du coup? Alors les banques, c'est un peu particulier. C'est ce qui a fait aussi qu'au départ, notre site était quand même
était quand même bien. Et puis on va rentrer peut-être dans le vif du sujet sur la question du financement et de la levée de fonds. C'est qu'effectivement, on est rémunéré donc d'une part par tout ce qu'on vient d'expliquer, là, les commissions d'affiliation par les e-commerçants, mais alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais le potentiel est là, les taux d'intérêt vont remonter, mais au début, quand on s'est lancé, les taux d'intérêt étaient encore suffisamment hauts pour que les banques nous rémunèrent à chaque livret d'épargne ouvert pour nos membres. D'accord. Avec la baisse des taux, c'est plus du tout rentable pour les banques de faire de l'épargne, donc ils sont plus prêts à nous payer pour ça. Mais c'est pas grave, notre business model d'affiliation est suffisant, largement suffisant pour nous faire vivre. Effectivement, au départ, notre business model était double. Donc en fait, on avait été voir les banques en leur disant, bah voilà ce que je viens d'expliquer, on va générer des ouvertures de livrets d'épargne enfants chez vous, ça va vous permettre, c'est un produit d'appel pour vous, et puis ensuite à vous de faire de l'upsell, à vous d'ouvrir des comptes courants, etc. Et ça intéressait notamment beaucoup les banques en ligne. D'accord. Et donc ça a été la partie à la fois chanceuse et à la fois c'est ce qu'on voulait. Enfin voilà, on a eu de la chance, on a eu d'avoir ce qu'on voulait, mais voilà, c'était vraiment ce choix de business model double qui nous a permis de ne pas lever d'argent. Et donc effectivement, c'est une spécificité de Capital Koala, qui est une startup qui donc va fêter ses 6 ans là. On n'a pas levé d'argent, on a toujours été autofinancé de diverses manières, mais principalement par notre activité. Et donc voilà, c'était aussi un credo qu'on avait au départ, plus ou moins d'ailleurs. Il y a eu des débats entre mon associé Alexandre et moi sur est-ce qu'on doit lever, est-ce qu'on doit pas lever. Je vous la fais très courte, mais en gros voilà Prends ton temps, hein, je t'en prie. L'idée c'était de dire levons que si c'est absolument nécessaire. Ça peut paraître évident comme ça, mais moi j'avais pas mal d'entrepreneurs autour de moi qui voulaient lever pour d'autres raisons et qui se respectent. C'est vrai que lever auprès des grands fonds d'investissement qui ont une expérience folle, qui ont un regard sur les projets hyper matures, ça permet aussi de valider quelque part parfois une idée, ça rassure. Mais nous, on n'était pas dans cette optique-là. Et puis voilà, et puis d'avoir de l'argent, ça permet d'aller vite quand on a des concurrents frontaux assez nombreux, qu'on doit aller vite pour conquérir un marché, ou juste de financer toute la R&D. Enfin voilà, on connaît un peu les choses les raisons qui font qu'on doit lever. Mais voilà, nous on s'est dit bon, les concurrents aujourd'hui il y en a pas, donc ça veut dire que on est soit les premiers, soit il y en aura jamais. Bon, a priori il y en aura peut-être. En fait, non, il n'y en a pas eu. On n'a pas de concurrents qui font de l'épargne enfant comme nous, donc c'est assez étrange. Mais on s'est dit, attendons de voir si on a des concurrents pour éventuellement se dire qu'il faudra qu'on accélère. Mais là, on a un petit temps d'avance. Et puis ensuite, même si on avait des concurrents, pas sûr qu'aller toujours très vite, ce soit une bonne solution. D'ailleurs, dans plein de secteurs qu'on connaît, celui qui a gagné, c'était pas forcément le premier qui s'est lancé. À commencer par Facebook ou d'autres. Ouais, il y a un peu de bruit dans la rue, c'est pas grave, ça vit. Donc voilà, donc on avait une approche assez mesurée de tout ça, et puis on s'est dit aussi lever des fonds, c'est beaucoup de temps, c'est aussi beaucoup de pression. D'abord pour réussir à les obtenir. Une fois qu'on les a eus, c'est la lune de miel, tout se passe bien, la première année, éventuellement la deuxième. Et puis souvent, je me mouille un peu, mais oui, souvent on a tous un peu gonflé nos business plans, et puis quand arrive le moment des résultats, fin première année, troisième semestre, quatrième semestre, le fonds commence à regarder et puis dit attendez, on n'est pas dans les chiffres là, donc il va falloir resserrer la vis. Voilà, je pense que ça arrive souvent, donc c'est aussi se mettre beaucoup de pression, des sales nuits, et puis surtout une perte de liberté au quotidien. Donc on va revenir un peu sur ce projet de liberté, mais donc voilà, on s'est dit lever, essayons de retarder au maximum ce projet-là, et puis finalement on a réussi à ne pas lever. Moi je dis souvent réussir à pas lever, parce que parfois les gens disent on a réussi à lever. Ouais. Nous on a réussi à pas lever, on trouve ça mieux. Mais du coup c'est assez marrant, mais moi même depuis que je te connais, en tout cas sur ce projet, et là quand on t'entend, on a juste l'impression que ça a toujours été facile. Je veux dire que Capital Koala, ça a été un truc. Alors en effet, tu disais la musique, t'es peut-être pas allé là où tu voulais aller, ou en tout cas outre mesure, mais ça a été quoi tes gros défis ou tes gros échecs, ou il y en a eu sur Capital Koala Écoute, je sais pas si ça a été facile, parce que bon, il y a quand même eu beaucoup de travail au départ et tout, mais en fait, on a eu quelques coups durs qui se sont toujours avérés être des coups de chance. Et du coup, c'est vrai que ça peut paraître facile comme ça. En fait, on va dire qu'il y a deux faits
fondateurs au tout début. Quand on veut se lancer, on n'a jamais monté de site tous les deux. Alex et moi, on n'est pas des développeurs, on n'y connaît pas grand-chose. Et en fait, on fait appel à un de mes potes qui vient de monter une agence web avec des devs offshore au Maroc et qui parallèlement a des billes dans une boîte qui fait entre autres beaucoup d'affiliations et notamment du cashback et qui sait fournir des extensions navigateurs dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Des toolbars. Donc il nous dit bah écoute, moi je te fais tout, je te file la licence, je te loue la licence avec tes toolbars, etc. Comme ça t'as pas à tout recréer toi-même, etc. C'est une usine à gaz, ce qui est pas faux. Et je t'encapsule tout ça dans un site qu'on va monter avec mon agence avec tous les Marocains qu'on vient de faire. Tu vas voir, c'est top, le offshore c'est 3 fois moins cher. Puis les mecs ils sont formés pareil dans les mêmes écoles et tout. En fait, on dit OK. Alors, rapidement, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui cloche. La licence en question, le mec revient pas vers nous, il nous sort un prix un peu aberrant, c'était un peu bizarre. Donc en fait, finalement, on s'aperçoit aberrant vers le bas. Aberrant vers le haut. Ah, d'accord. Ouais. Donc on se demande s'il veut vraiment bosser avec nous, on comprend pas trop. Tout ça est obscur, on a de moins en moins de réponses. Donc on se dit bon, ça va pas le faire. Et puis on s'aperçoit en commençant à travailler avec les devs offshore que ça se prête pas du tout à nos besoins. Et à mon avis, c'est ce que souvent je dis, le offshore pour une jeune start-up qui a une idée par jour au minimum, voire une idée par heure, ça marche pas. Les devs offshore, c'est super quand le cahier des charges est nickel. Et ils développent très bien tout ce qui est très bien défini. Quand toi tu changes tous les jours tes idées, a fortiori quand t'as pas nous on n'avait pas d'expérience de création de site, je pense que en tout cas c'était pas adapté pour nous. Mais plus qu'offshore, hein, je dirais presque. Et là, ça concerne Cosa Vostra et voilà. Et nous, on a une agence interne offshore hein, d'ailleurs, mais on a aussi beaucoup de devs en France. Mais plus que le offshore, c'est la difficulté, c'est de travailler avec une agence. C'est-à-dire que quand tu as des idées tous les jours et que tu veux tout changer, parce que le problème, c'est que évidemment, quand tu as tes devs en interne, ben tu peux changer de ta roadmap, changer les choses. Quand ils sont en externe, tu peux le faire, mais ça a un coût, quoi. Donc si tu as un devis qui te dit pour X euros, je te fais une belle 206 GTI et que en fait derrière tu veux une Rolls ou une Fuego, et ben t'auras pas la même chose. Je sais pas d'où ça sort la Fuego. Mais non, mais donc c'est vrai que quand on change en permanence, le modèle de l'agence peut être un peu compliqué si on n'a pas un cahier des charges fonctionnel et technique très très bien verrouillé, quoi. C'est clair. Ou alors on a un super chef de projet. Mais voilà, les agences sont pas forcément habituées à avoir en général le chef de projet. C'est pas la tête pensante, c'est plutôt quelqu'un qui fait le lien entre les deux. Donc, et plus nous, je pense qu'on a de très bons chefs de projet pas pour faire la promo, mais voilà. Mais en revanche, après, il faut aussi que le client accepte de fonctionner par itération, de fonctionner par exemple en méthode agile ou voilà par sprint. Mais ça veut dire hors cahier des charges. Hors budget prédéfini, parce que quand on fait des sprints et qu'on itère et qu'on teste, on revient, on change, etc., ce qui est souvent nécessaire dans une startup, et ben moi je pense qu'au final c'est plus efficace parce que tu arrives plus vite à quelque chose d'efficient. En revanche, c'est beaucoup plus vertigineux en amont parce que tu sais pas dans quoi tu t'engages. Ouais. Donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que nous on essaye de pousser un peu nos clients vers des méthodes où finalement on va leur dire on lance une V1 ou une V0 qui est très très élémentaire, un MVP, un minimal viable product, et puis on va itérer, on va l'améliorer, mais toujours en tâtonnant parce qu'on est dans des business où on tâtonne parce que c'est nouveau en l'occurrence. Ouais, c'est clair. Bah, si l'agence elle sait mener ça et proposer ça à un client, c'est l'idéal pour une startup. Mais effectivement, sinon ça s'y prête pas. C'est difficile les agences et puis le offshore. Enfin en tout cas, voilà, nous c'est comme ça qu'on l'a vécu. D'accord. Donc grosse alerte. Donc effectivement, et là c'est un peu compliqué parce que c'était un pote à moi, ça se passe pas très bien. Finalement, il a engagé des frais, il a recruté des développeurs pour réaliser notre projet. Bon, moi je lui dis c'était pas l'objet. Enfin, je pensais pas que t'allais recruter des gens pour moi. Donc bon, c'est un peu compliqué. Je passe sur ce truc-là, mais on avait engagé un peu de sous, donc guéguerre de sous. Bon voilà. Bref. Donc première galère. Et là, ça n'existe pas encore, Capital Koala. Non. Je veux dire, il n'y a pas de service. Ah, on n'a rien, quoi. On n'a rien. Nous, on est chaud comme la braise. On s'est lancé. Entre-temps, on a gagné le prix Innover Entreprendre de l'ESCP. Donc, on est bouillant. Il y a déjà la presse qui parle de notre truc alors que le site n'est pas lancé. Ouais. On se retrouve dans les échos et tout. Donc, bon.
Et donc là, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Donc on commence à remuer le réseau. Là, j'ai une amie qui me propose un dev de HEC qui est une star absolue, qui est un peu entrepreneur et tout. On lui propose de l'associer, comme deux jeunes entrepreneurs qui connaissent pas la technique. On se dit avoir un associé tech, ce serait le top. Ça l'intéresse pas. Comme beaucoup de stars, il a peur de ok, monter le site, ça va être génial, mais ensuite les mises à jour, etc., c'est beaucoup moins intéressant pour lui. Donc ça passe pas. On essaie un autre gars pareil. Et en fait, moi, j'avais un gars avec qui j'avais bossé juste avant dans les médias, qui était un ancien mec d'école de commerce qui s'était lancé dans le dev et qui était assez smart, mais qui faisait au début du dev assez basique. Et puis il prend notre projet. Il se lance et en fait ça a été notre plus grande chance de tout. Il nous a fait un site qu'on a toujours aujourd'hui, 7 ans après. D'accord. Qui est une machine de guerre qui ne bug jamais et qui a tout a été fantastiquement pensé. Lui et un gestionnaire. En fait c'était une agence mais ils étaient deux. D'accord. C'était un chef de projet et lui développeur. Ça a été incroyable de bosser avec lui. Il nous a autant appris que formé, donc on a appris plein de choses au niveau de la gestion de projet et puis du fonctionnement du site, et puis c'était un mec qui était un vrai mathématicien et c'est important pour les algorithmes, pour créer un site qui fait plein de choses automatiquement, hein, c'est ça la chance du web aujourd'hui. Oui. Donc nous on a une machine qui est très automatisée à plein de niveaux. Je pense qu'on avait anticipé plein de choses. On a tout fait from scratch en fait, hein. Et donc du coup ça nous a permis voilà d'avoir un site qui nous a coûté peu d'argent, qui nous en coûte très peu aujourd'hui à maintenir parce qu'il marche très bien et qui en plus est très automatisé, donc en temps homme, qui est très économe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes toujours deux associés. On a un peu recruté de. Oui, enfin deux associés. Vous étiez avec ton associé d'origine et au niveau technique vous avez associé personne. Non, alors lui, on a voulu absolument l'associer pour le garder, pour le sécuriser. Il voulait pas, lui, il voulait rester libre et monter d'autres choses. Depuis, d'ailleurs, il fait autre chose et il est devenu entrepreneur. Il développe plus du tout, à mon grand dame. Voilà, d'ailleurs, je crois qu'il galère pas mal en tant qu'entrepreneur. J'ai envie de lui dire, mais tu as un talent incroyable de développeur, pourquoi? Bref, ça me regarde pas. Mais bon, il nous a fait tellement une belle machine. Donc depuis, on a une autre équipe, mais voilà, il nous a fait un super truc. Donc ça, c'était un des éléments fondateurs de Koala. On a un peu galéré au début, mais ensuite, on a eu la bonne personne presque par hasard, même si c'était le réseau. On revient toujours au réseau, de toute façon. Oui. Et ensuite, le deuxième énorme coup de chance qu'on a eu, et à ce moment-là, c'était très dur. On se dit, ok, notre business model bancaire, si on veut que les banques nous payent pour ouvrir des livrets d'épargne, il faut qu'on le lance avec une banque. Sinon, si on lance Capital Koala compatible avec toutes les banques gratuitement, ça va être difficile de les faire payer a posteriori. Peut-être qu'on se trompait, mais en tout cas, c'est ce qu'on a cru. Et donc, on est allé voir toutes les banques, toutes. J'étais toutes plus ou moins intéressées, mais les banques en ligne souvent un peu plus que les autres parce qu'elles étaient en phase de conquête. Oui. Et puis voilà. Et puis en fait, on a une des grandes banques en ligne qui nous dit oui, mais c'est des banques, donc il y a quand même un niveau de validation assez long. Ça doit passer par pas mal de comités, gestion des risques et tout, donc ça prend un temps fou. Et en tout, on a perdu presque un an à poireauter. Dire on peut pas lancer sans ce deal là. Donc ta techno est prête, en parallèle t'as un an ou il y a un an où ça commence à être long. Alors donc cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, déjà on a quand même lancé le site en version bêta pour quelques utilisateurs pour tester, etc. Et parallèlement à ça, on a lancé un autre site du coup qui utilisait la même techno. D'accord. Qu'on a testé sur une opportunité. On a un autre copain qui se retrouve patron. Alors c'est l'ouverture du marché du poker et des jeux en ligne en France. Ouais. Donc tout le monde a vu ça, hein, ça a explosé dans les médias, à la télé, ils ont dépensé des milliards, etc. C'était la folie. Et on a un copain qui devient patron du projet de l'équipe. L'équipe, on s'en souvient pas, mais à l'époque lance son site de paris en ligne, paris sportifs, etc. Il nous dit ça nous intéresse vos trucs, on pourrait faire de la fidélisation, etc. Donc on lance un site qui s'appelle BetPocket, qui n'existe plus depuis. Même principe, faites vos achats en ligne et jouez sur les sites de Paris, etc. sans vous endetter. Donc on gardait notre côté service utile, même s'il n'y avait plus les enfants. Donc c'est vrai que ça a suscité des débats aussi un peu en interne. Est-ce que c'est en rapport avec ce qu'on fait? Pas trop. Est-ce que c'est pas trop perçu comme les jeux, etc. C'est tout de suite mal vu. Bon voilà, on avait notre truc. On se dit c'est un bon labo. Et puis non, proposer aux gens de jouer sans s'endetter, c'est utile. On lance ça, donc ça nous occupe quand même.
Ça permet de bien essuyer les plâtres finalement sur notre plateforme, donc ça fonctionne bien. C'est du cashback et ce que je récupère, je peux le jouer sur le site de l'équipe. C'est un peu l'idée. Ouais, en l'occurrence, on s'était lancé pour le coup avec chez PokerStars, Winamax, chez tout le monde, donc c'était bien. Mais ça cartonne pas. Effectivement, la population est assez masculine et assez, je veux pas dire du mal, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de SAV, beaucoup de fraude, assez roublarde. Bon, heureusement, tous les joueurs sont pas comme ça, mais voilà, quand même. Et puis, les gros sites Winamax, PokerStars et autres sont complètement dans la conquête, dans l'acquisition de clients et pas du tout dans la fidélisation. Donc notre outil, finalement, ils le comprennent pas trop, ils nous rémunèrent au lance-pierre, voilà, on n'est pas très heureux. Mais en tout cas, on avait réussi à décliner ce modèle qui était, on reçoit des commissions d'affiliation de la part des commerçants, on se paye, et on reçoit des commissions sur les ventes, sur les ouvertures de compte de joueurs de poker chez PokerStars, Winamax. Et donc pourquoi là t'as pas besoin de ta banque partenaire, parce que tu ouvres pas de livret, parce que tu rentres pas Ouais, là en fait, t'ouvrais pas un livret d'épargne pour tes enfants, t'ouvrais un compte Winamax pour pouvoir jouer. OK. Donc eux nous payaient pour ça. Mais au final, ils nous payaient pas énorme parce qu'ils comprenaient pas trop ce truc-là. Et puis la feed, c'était pas leur truc. Tu peux donner un prix? Combien tu gagnais, je sais pas. Alors de mémoire, on parle de quelques dizaines d'euros, mais c'était vraiment par ouverture de compte. Par ouverture de compte Winamax, ouais, ça devait être. Enfin Winamax ou d'autres, mais. Je sais plus. Ça remonte, hein. C'était il y a 6 ans, donc je te dirais, je sais pas, quelques dizaines d'euros, mais c'était vraiment pas beaucoup. Donc on s'y retrouve pas trop. C'était peut-être 10 ou 20 ou 30 euros, tu vois. C'était vraiment. Donc bref, on maintient ce site-là pendant 3 ans, puis au bout d'un moment, on l'a fermé complètement. Donc voilà, c'était un bon test, on n'a pas perdu d'argent, on a fait des belles rencontres, mais voilà, on l'a fermé. Mais voilà, et ça nous a permis de patienter. Et c'était un bon conseil qu'on nous avait donné à l'époque quand on était en train de se lancer. C'est comment faire pour vivre, pour continuer, enfin pour gagner de l'argent, pour payer son loyer, tant que ta startup n'est pas encore rentable. Et Dieu sait que ça peut prendre du temps. Et donc voilà, trouver des business, des side business, des choses à côté, faire du consulting, c'est plein de choses qu'on pouvait faire. Et bon, consulting, on était encore un peu jeune, mais voilà, on s'est lancé sur ça. Donc c'était pas mal. Et puis finalement, on a attendu une petite année et la banque en ligne en question enfin nous donne le go. Donc on se lance au mois de septembre 2011. Donc voilà, on a fêté les 6 ans. Et là, c'était notre deuxième grande chance. Ok, on a poireauté. Ok, c'était dur. Il y a vraiment eu des mois un peu longs. Et en revanche, on signe un deal incroyable avec eux. C'est-à-dire que je me souviens très bien à l'époque, j'appelle plein de gens autour de moi, il fallait que je leur fasse une proposition commerciale. Combien je vais pricer mon offre? À combien je leur demande par ouverture de compte? Donc je demande autour de moi tous les gens qui bossent dans la banque, combien les banques sont prêtes à payer pour une ouverture de compte, etc. Donc je m'aperçois que c'est potentiellement beaucoup d'argent si derrière elle réussit à transformer les clients. Et donc, mais j'étais vraiment dans le vague et je me dis bon ok, je vais faire comme au souk, je vais partir de très haut. Et puis s'il faut négocier, on baissera. Et en fait, on part de très haut et la première proposition commerciale passe. Ils incluent juste 2-3 paliers qu'on a toujours finalement dépassés et la proposition commerciale passe. Donc en fait, ça a été notre grande chance. Et là, c'était pas des dizaines d'euros, c'était des centaines d'euros par ouverture de compte. D'accord. Donc folie. Donc t'imagines, t'es une jeune boîte, t'ouvres même 100 comptes dans le mois. 100 comptes, c'est jouable hein, quand tu démarres, t'as un peu de com. Bah tu prends 20 000. Oui. Donc c'est de la marge pure, hein, évidemment. Donc ça a été notre deuxième grande chance que ce deal-là. Donc parfois c'est genre. Là, je vais dans la rue, moi je fais ouvrir des comptes à tous les gens qui ont des enfants, quoi. Je veux dire, t'es quasiment. Ouais, c'était la folie. C'est ça. Et en plus, ouais. Et puis c'est le rendez-vous de ta vie, quoi. En fait, parfois il y a des rendez-vous à pas rater. Ouais. Et c'est le rendez-vous de ta vie, quoi. Et je reviens sur un truc où tu disais ta partie commerciale, le moment où tu as été sales, business. Moi, je crois très fort en ça. Je suis passé par là aussi, hein, la vente de pub. Moi, je crois très fort au nombre de rendez-vous. Quand tu dis tout à l'heure, j'ai rencontré tout le monde et j'ai fini par avoir ce deal. Moi, je suis persuadé que c'est pas un hasard. En tout cas, ça peut être. T'as forcé, en tout cas, le hasard de manière importante. C'est-à-dire que si tu te limites à aller voir 3 grosses banques ou que ceux qui sont banques en ligne ou parce que t'as une perception du marché qui est biaisée parce que tu penses que en fait t'arrives jamais à striker l'énorme deal. Et donc je pense que aussi dans le vrai talent et les vraies choses qu'il faut savoir faire quand t'es entrepreneur, c'est vraiment sortir avec ton bâton et aller taper à toutes les portes et dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Mais
donc nous c'était hyper spécifique, c'est qu'en fait quand je te dis on allait voir toutes les banques, en fait t'as une quinzaine de groupes bancaires en France, donc en fait t'avais visité le tour. C'est pas comme si tu devais aller voir les 2000 e-commerçants qu'on a eu. En l'occurrence on n'est pas allé les voir un par un, mais si on avait dû on l'aurait peut-être fait, je sais pas. Mais en l'occurrence on avait 15 banques à faire, donc c'était vraiment le rendez-vous de ta vie à chaque fois. Si tu foires, tu foires. Et pour ça l'expérience de vente avant elle était assez formatrice, puisque c'était moins impressionnant d'aller voir une grande banque quand t'as déjà fait 300 rendez-vous dans ta vie. T'es un peu moins impressionné que quand c'est ton 4e rendez-vous. Ouais. Donc ça a aidé. Et puis toujours le réseau. C'est vrai que dans cette banque en ligne, il y avait un contact avec qui j'avais bossé dans mon ancienne vie. Donc on était accueillis plutôt avec un sourire et un café. C'était plutôt cool. Et puis aussi, il y a le fait que, comme que tu dis, quand t'as fait 300 rendez-vous avant, t'es moins impressionné, mais aussi, quand t'as fait 10 rendez-vous avant la 11e banque, je veux dire, au 12e, 13e, 14e, 15e, t'es super fort, normalement, parce que tu vois plus ce qu'ils attendent, enfin, et ça, je pense, c'est des conseils que je donne souvent à des gens, autour de moi qui cherchent du boulot. Je leur dis, t'as envoyé combien de CV ou t'as passé combien d'entretiens? En fait, il y a rien de tel. Moi, j'ai cherché du boulot une fois dans ma vie, c'était il y a bien longtemps, et je pense qu'il y a rien de tel que de faire 5 entretiens par semaine, quitte à faire des boulots pour des entretiens pour des boulots que tu veux pas. Mais à la fin, t'es tellement fort en entretien que t'es intraitable, tu vois, et t'as pas de stress, t'arrives. Donc moi, ma méthode, elle est quand même pas mal de se dire, quand j'entends des gens qui me disent, moi, je sélectionne uniquement les offres qui m'intéressent, etc. Je leur dis, mais est-ce que toi, t'intéresses tout le monde? Est-ce que toi, enfin, il faut aussi être capable de se dire, de rentrer dans une dynamique où en fait, même refuser un job, refuser un partenaire bancaire comme tu as pu peut-être le faire, ou je sais pas, parce qu'il paye pas assez, ou parce que il y a rien de plus cool en fait, quoi, parce que tu arrives à celui d'après, tu sais que t'es employable, tu sais que tu vois, t'as gagné cette espèce de truc. Donc ça, moi je trouve ça hyper intéressant. Ouais, là pour le coup, on est vraiment dans l'éloge du pragmatisme, on est dans l'entrepreneuriat hyper pragmatique, mais c'est ça, c'était vraiment hyper concret. Et donc voilà, donc c'est ce deal là qui nous permet, qui revient un peu quasiment à une première levée, puisque sur la première année, on engrange, je sais plus, quelque chose comme 300 000 euros. Marche pure, et puis t'as aucune pression. Là, vous êtes tous les deux là, à ce moment-là. Ouais, là on est tous les deux. On a beaucoup bossé à deux. On a pris très peu de stagiaires, parce qu'on trouvait que les stagiaires c'était quand même beaucoup de temps à former, et que le gros de notre boulot, justement, de démarchage, de commercial, on voulait pas le confier à un stagiaire, parce que voilà, on parle du rendez-vous de ta vie, j'ai pas envie d'envoyer un stagiaire chez la Société Générale, BNP ou ING. Et puis après il y avait un gros boulot technique, mais là on était nous-mêmes en train de se former, etc. Donc les stagiaires on voyait pas trop le truc. Donc on a vraiment beaucoup fait de choses à deux, beaucoup bossé. Je confirme que, parce que 300 000 euros comme ça, tu peux te dire ça fait pas rêver, mais enfin quand c'est ta première, tu peux te dire 300 000 euros de chiffre d'affaires pour une start-up, ça peut paraître, tu vois, minus, mais sur la première année, tu fais 300 000 euros à deux, où t'as zéro charge, parce que j'imagine que tu bossais chez l'un ou chez l'autre, ou vous avez peut-être un petit bureau, mais voilà. Dans mon salon, et puis on a toujours le Pôle emploi qui nous payait, donc c'est 300 000 de marge, quoi. Ouais, voilà, donc là, c'est absolument fantastique. Je veux dire, derrière, t'as plus que ton love money, ou t'as vraiment ton seed qui est arrivé là dans ta poche, et tu peux te dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est à cette époque-là où moi, j'ai un souvenir où tu me disais, que tu t'envisageais quasiment de faire de la pub télé ou des choses comme ça, parce que tu te disais ouais, là on s'emballe un peu. Alors juste pour finir sur la question du financement, on avait ces 300 000 et on avait 150 000 euros de plus qui étaient, on avait mis 30 000 euros chacun à nos petites économies, et même mon associé avait fait un prêt étudiant un peu plus large pour pouvoir financer ça. Donc on a mis 30 000 chacun. On avait obtenu 10 000 euros de l'OSEO, équivalent BPI, de la BPI. On avait obtenu 2 fois 20 000 euros de prêt d'honneur à 0% de la part de la région. Mm-hmm. Donc là, on est déjà à 30 et 30, 60, 70 et 40, 110. Et le prix Innové Entreprendre, qui non, c'est pas, t'as pas eu ça? Le prix Innové Entreprendre, ça nous a permis de décrocher des subs. Ouais, d'accord, ok. Et après, on a fait un emprunt bancaire, tout bêtement, de 40 000 euros avec des taux assez faibles garantis par la BPI. Donc on était à 150 000 euros déjà aussi pour démarrer. C'est con, mais on peut trouver 150 000 euros relativement facilement quand on se lance aujourd'hui. Un peu de love money et puis quelques emprunts bancaires et à 0%. Et ça, je le dis parce que
dans nos métiers, on n'y pense pas toujours, mais l'emprunt bancaire, notamment en ce moment, enfin, on peut emprunter des choses à moins de 2%, quoi. Donc, je veux dire, quand certains sont prêts pour lever 40, 50 000 euros à lâcher 10% de leur boîte ou 15% parce que c'est le tout début, voire plus, et qu'on se dit finalement, je peux emprunter 40 000 euros à 2%, ce qui au total va coûter 1 500 euros ou quelque chose comme ça, voire enfin, pas grand chose. Je veux dire, il y a un moment où en effet, faut y penser. En fait, c'est le business de nos parents, quoi. Nos parents, quand ils voulaient faire quelque chose, ils empruntaient de l'argent. Mon grand-père était agriculteur, et quand il s'est acheté une machine, il a été voir son banquier. Enfin, je veux dire. Ouais. Alors effectivement, on pourrait lancer un débat sur les banquiers qui ont sûrement changé un peu de métier, qui n'assurent plus forcément toujours leur mission de service public, mais quand même, c'est pas pareil d'aller voir un banquier pour lui demander 300 000 euros. Effectivement, ça va être un peu compliqué, mais demander 50 000 euros à un banquier aujourd'hui, c'est hyper accessible, même un peu plus. Je confirme, pour des lancements de start-up, sur des financements, cofinancements, nous on a fréquemment, juste par souci de pas forcément lâcher de la trésor bêtement, se dire on va aller emprunter pour faire ça. Et en effet, un premier ticket à 30, 40, 50 000 euros, c'est quelque chose qu'on pratique sur 2 ans, sur 3 ans. Puis les banquiers, ils sont contents parce que la BPI leur fait des cautions, ils prennent la caution à 70% sur le truc. Voilà, puis à côté de ça, tu rajoutes un prêt de la région, faut aller voir tout le monde, hein. Si t'es dans une commune où il y a des aides, c'est pareil. Et puis bien sûr, n'oublions pas le plus bel investisseur de France, le Pôle emploi. Donc si tu réussis si t'as bossé un peu avant et que t'as 2 ans de Pôle emploi, plus 50 000 euros de la banque, un peu de Love Money et des prêts, voilà, t'es bien pour les 2 premières années. Voilà. Ce qui n'empêche pas de lever plus tard si jamais on a vraiment besoin. Voilà, mais lever le plus tard possible, évidemment, pour avoir une valo un peu plus intéressante et puis un peu plus d'expérience. Et donc voilà, donc on a eu ces 150 000 euros pour se lancer, quelque chose comme 300 000 euros avec ce deal bancaire et un autre, je vous la fais très courte, mais on a fait 2 deals bancaires. Et puis voilà, et puis ça commence à bien fonctionner, et donc on se dit effectivement, pourquoi on n'irait pas en télé? Et en fait, la télé, on s'est dit, c'est du mass média, c'est bien. À l'époque, Facebook, on fait beaucoup de community management. Moi, je fais le CM sur notre page et sur une autre page que j'avais créée en parallèle pour tester d'autres choses, etc. Enfin, on s'éclate bien. Mais bon, ça draine pas énorme. Et la pub sur Facebook à l'époque, ça marche pas trop. D'ailleurs, ça a mis longtemps à marcher. On en reparlera après, mais moi, ça fait que depuis cette année que ça marche vraiment. En tout cas, moi, à l'époque, je vendais du Morphsuits à gogo sur Facebook dès 2011, 2009, 2010, 2011. Mais ça marchait très bien, mais ça dépend des produits, je pense. Et ouais, on a galéré, et jusqu'à cette année, moi, il y a encore 2 ans, ça marchait, mais ça nous coûtait une fortune. Alors que là, maintenant, ça cartonne à un prix hyper raisonnable, donc on y reviendra. Mais du coup, à l'époque, on se dit comment on peut faire pour faire de l'acquisition. On avait la chance d'avoir beaucoup de presse aussi. Ouais. Donc on passe partout, on passe dans Télématin, on passe au JT, on passe dans toutes les émissions conso, on passe dans toute la presse familiale, dans la presse quotidienne, le Parisien, machin. Donc chaque fois ça nous fait des ouvertures de compte à gogo. Le fameux Télématin, on n'en parle pas assez, on se dit que personne ne regarde, etc. Mais tous les gens que je connais qui sont passés dans Télématin ont fait un carton. Il y a un avant et un après Télématin. Ouais, c'est ça. Donc Laura Tenucci, Télématin, Laura du web, essayez de la contacter, elle doit en recevoir pas mal, mais au moins ça marche quelque part. Ouais, surtout c'est sur un projet comme ça, B2C à mort, c'était elle a changé notre vie, elle était adorable en plus. Et puis c'était marrant, moi je me lève pas trop à 7h30 normalement, mais là du coup j'étais devant mon truc pour piloter les connexions, répondre au SAV, etc. Et puis du coup je me retrouve sur Facebook, des gens qui me parlaient que j'avais pas vu depuis 5 ou 10 ans, qui me disaient qu'est-ce que tu fous dans Télématin? Mais il y a donc des gens qui sont devant leur télé devant Télématin à 7h30. Donc c'était assez drôle. Donc voilà, l'avant et l'après. Et puis donc ça nous conforte dans l'idée qu'on n'a pas besoin de lever tout de suite. Et donc on se dit par contre on pourrait essayer la télé. Et puis on teste. En fait on se dit de manière simple, il y a une émission qui draine toute notre audience, c'est les mamans, ça s'appelle les maternelles. Donc on se dit on va aller sponsoriser les maternelles, faire un truc un peu sympa là-dessus. Ça tombe bien, ce sont les élections présidentielles de 2012, et à ce moment-là, en plein mois de mai 2012, il y a peu de pubs qui se vendent, des grands groupes, enfin tout le monde est un peu entre deux, on sait pas à quelle sauce on va être mangé. Ouais. Donc c'est très calme, donc on a réussi à négocier un super tarif, donc on met un billet de 50K sur France 2, on teste. En plus, on s'est invité à Roland-Garros dans la foulée par France 2, c'était sympa. Et puis ils avaient les bons arguments, les commerciaux. D'accord. Voilà. Et puis du coup, la pub passe pendant un mois sur les maternelles, et franchement, l'impact sur les inscrits, il est quasi nul. En revanche, il y a quand même un impact au niveau B2B. Toutes les marques nous voient, tous les e-commerçants nous voient, les gens du milieu nous voient. Donc c'est bien, mais bon, ça fait un peu cher.
le personal branding ou alors le brand marketing. Donc 50K, bon, on se dit bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc on commence à se dire très bien, est-ce que on lève de l'argent pour se faire connaître et on va lever 1 million d'euros, 2 millions d'euros et on va tout brûler en télé sur des campagnes à échelle 1 an, 2 ans, 3 ans. On se pose plein de questions à ce moment-là. Comment faire? La presse, c'est bien, mais ça durera pas éternellement. On a beaucoup de bouche à oreille, puisque, comme je l'expliquais au tout début, quand on s'inscrit à Capital Koala, quand les gens s'inscrivent, on leur propose d'inviter les membres de leur famille à épargner avec eux pour leurs enfants. Ouais. Donc, ça fait naturellement, on va dire, de l'attraction. Les parrainages fonctionnent très bien, puisque les mamans se refilent les bons plans aussi. Mais bon, tout ça, c'est pas suffisant, quoi. Et c'est le gros problème d'une startup, c'est que la première année, tu fais 1000% de croissance, la deuxième année, tu fais 300%, la troisième année, 80%, et puis au bout d'un moment, tu te dis comment je fais pour repasser sur une croissance à 3 chiffres. Et c'est ça qui est dur. Et tant que t'as pas encore trouvé ton modèle, tu peux essayer de lever de l'argent. Oui, du coup, j'ai pas d'idée, donc j'ai de l'argent. C'est un peu ça. Ouais. Je vais aller en télé, je vais burner 1 million, et puis on sait pas trop. Et puis plus on demande autour de nous, en télé ou en affichage dans le métro ou que sais-je, mais ce qu'on appelle le mass media, ça coûte très cher. À un moment, c'est peut-être un moyen de toucher la France entière, mais sur des produits comme un service qui est quand même pas si facile à expliquer. Hein. D'ailleurs, je l'ai expliqué tout à l'heure brièvement, mais sûrement que tout le monde a des questions. C'était pas très français, sûrement que tout le monde a des questions, mais peu importe. Il est tard. Donc voilà, on a plein de questions, et puis les gens qui nous voient juste comme ça dans la rue, dans un affichage ou un spot télé de 15 secondes ou 20 secondes, pas facile de transformer. Et on l'a vu autour de nous, pas mal d'entrepreneurs qui ont fait ça, et ils ont pas toujours... enfin, tout le monde nous l'a dit, de toute façon, le ROI, il est pourri sur la télé. Voilà, à un moment, c'est peut-être un passage obligé, mais le plus tard possible. Donc chaque année, on se dit, on va faire de la télé. Chaque année, on recule. Entre-temps, on rencontre aussi dans les investisseurs, c'était à un moment ça s'est lancé le Media for Equity. Ouais. Donc soit des grosses chaînes télé, soit des investisseurs qui avaient réussi à regrouper des médias divers et variés et qui investissaient dans votre boîte en médias, en espace pub, en échange de quelque part. Mais à l'époque, on y croit à moitié aussi. On se rend bien compte qu'ils nous proposent surtout des invendus à des tarifs que finalement il semblerait qu'on puisse obtenir par la négo, enfin bref, les échos qu'on a. Donc voilà, toutes nos hésitations de lever de l'argent ou de faire du Media for Equity, font qu'on n'y va pas. Et puis en même temps, on continue à avoir une croissance très sympa, ça continue. Mais ça, au bout de 3 ans, on devient une start-up. On avait le vent en poupe à mort, tout le monde nous appelait, on était dans le management, les 100 startups dans lesquelles investir. On avait des mecs des US qui nous envoyaient des mails, etc. Ah, ça y est, on devient une start-up qui rentre dans son train-train, 4e, 5e année. Parce que voilà, c'est vrai que puis il y a d'autres des nouvelles qui arrivent derrière. On a un peu moins de presse. Le Télématin, tu l'as eu une fois, tu vas pas l'avoir 10 fois. Bien sûr, ouais. Le JT, c'est pareil. Donc et tu te dis comment je fais? J'ai une croissance à 2 chiffres, c'est top, super rentabilité. Et comment je fais pour devenir la boîte qui fait 10 millions, 20 millions, 30 millions de chiffre d'affaires? Ce qui est pas le cas, malgré le fait que ce soit rentable. Donc on en est là d'une part, et parallèlement à ça. Et tu dis rentable, c'est ultra rentable. Je veux dire, ça marche. C'est une boîte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a automatisé beaucoup de choses, donc on se paye rapidement, bien. On a une liberté dans nos emplois du temps assez incroyable. Donc j'insiste là-dessus parce que dans la question de la levée de fonds, c'était ça aussi. C'était est-ce qu'on reste libre? Et pourquoi on a entrepris au départ? Comme beaucoup de gens, on a envie de changer le monde, on a envie de se réaliser humainement, professionnellement, on a envie de liberté. Bon du coup, lever des fonds, pas sûr que ça nous aide vachement dans tous ces projets-là. Peut-être pour changer le monde, mais et encore. Donc voilà, on avait préservé notre liberté, et puis surtout on avait gagné beaucoup de temps. Les gens me disent toujours comment tu fais pour gérer autant de boîtes, etc. En fait, déjà pas gérer des investisseurs, pas chercher de l'argent, pas gérer 25 employés, c'est déjà beaucoup de temps gagné. Et donc voilà, on a une boîte ultra rentable qui nous paye bien. On a d'ailleurs fêté nos premiers dividendes en 2016. Enfin voilà. Donc on se dit bon, ça colle quand même bien à notre rythme de vie. Mais comment, et puis il y a aussi des copains qui nous disent, les gars, vous en dormez pas sur vos lauriers, votre boîte elle marche bien, mais à un moment, aujourd'hui la France entière vous connaît pas. Ouais. Et donc effectivement, on se pose des questions, comment on va faire? Et à ce moment-là, un grand groupe vient frapper à notre porte pour nous racheter. Et ça a été le début un peu des emmerdes.
parce que Alex, mon associé, moi, on n'était pas tout à fait d'accord sur ce dossier-là. Lui voulait du coup absolument vendre en se disant c'est bon, voilà, on a fait monter une belle boîte, on a 3-4 ans, profitons-en quoi. Et moi je dis ouais ok, mais je pense que c'est un peu tôt, on n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière loin de là, et puis qu'est-ce qu'ils vont nous proposer machin. Et puis en fait on ficelle très mal notre réponse à ces gens-là. Mon associé lui se dit ok, moi ce que je te propose, moi j'étais prêt à rester dans la boîte, il me dit toi t'y crois, donc continuons cette boîte-là, moi je suis prêt à partir, j'ai d'autres projets entrepreneuriaux, pourquoi pas à l'étranger, il voulait partir dans la Silicon Valley, etc. Je lui dis ok, pourquoi pas. Et puis voilà, on se présente comme tel, donc lui il va partir dans la Silicon Valley, puis moi je reste pour assurer le suivi, et je pense que ça a pas séduit en fait. Je pense que une startup, tu rachètes un tout, même si tu te dis que les fondateurs partiront à un moment ou à un autre, là ça faisait bizarre. Ça donne un élément en fait qui est pas de réassurance en tout cas, avec vraiment où tu te dis tiens il y a un petit doute. Et puis on tirait plus dans le même sens quoi, voilà, lui il voulait partir, moi je sentais que c'était trop tôt, donc même moi quand je pitchais je croyais pas totalement à ce que je disais, enfin c'était un peu bizarre. Mais bon, à la fois c'est passionnant, on va au bout des discussions avec ce groupe-là qui nous fait une proposition, mais du coup avec des gros incentives sur des gros objectifs. Du coup, mon associé, il est exclu de ses objectifs puisqu'il part. Ouais. Donc du coup, ça lui convient pas. Du coup, moi j'avais une belle offre au final, mais bon, je trouvais ça trop tôt. Donc on refuse cette offre, mais parallèlement à ça, on fait appel à un leveur de fonds, un cabinet Fusac, pour nous faire rencontrer d'autres groupes, faire monter les enchères, rencontrer d'autres gens. Et donc on passe un peu un an et demi à rencontrer tous les groupes de la Terre potentiellement intéressés par nous. Et pour le coup, il y en avait. Donc c'était. Et c'est quel type d'acquéreurs Il y avait 3 types d'acquéreurs. Il y avait les banques, forcément, on a un service assez bancaire. Donc on a vu pas mal de banques. Il y avait ce qu'on l'a pas dit, mais c'est de la fintech. C'est une sorte de fintech, ouais. Si je voulais être hyper hype, je dirais que je suis dans la fintech. On est un peu à la frontière de la fintech. D'accord. Mais ouais, on est entre les deux. C'est une sorte de fintech. Ouais. En tout cas, c'est un service bancaire. Donc oui. Donc des banques qui nous font des offres, en tout cas qui nous rencontrent. On a des grands groupes d'édition, famille, enfants. D'accord. Qui ont un peu raté le virage du web, qui se disent c'est cool de racheter une boîte innovante, et puis des gens qui connaissent bien le web pour accompagner tout ça. Mais bon, c'est hyper lent. Et puis quand c'est nous qui vont frapper à leur porte, avec toujours ce discours un peu ambivalent, ça fonctionne pas tant que ça. Et puis on a des gros e-commerçants aussi qui peuvent être intéressés. Bon. Mais voilà, finalement ça va pas au bout. Donc c'était un peu dur à ce moment-là, on tire pas dans le même sens. Je dois reconnaître que moi-même j'ai pris un peu de distance par rapport à Capital Koala. Parallèlement, donc je lance une autre boîte. Et alors on va y venir, mais du coup ça on est il y a 2 ans. Ouais, c'est ça à peu près. Et vous avez combien d'employés? Comment ça se passe À ce moment-là, on est petit, nous on a toujours beaucoup fonctionné avec des freelances, toujours pour avoir cette liberté. Donc on a les 2 tiers de nos employés qui sont en freelance. D'accord. Et nous on était 3-4. Et ils font quoi ces freelances pour vous alors? La tech, historiquement, a toujours été freelance, nous, chez nous. Donc déjà, voilà. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient pas du tout en ce modèle. Moi, ça me fait... Alors, c'est là où je pense qu'il faut arrêter d'avoir des... je le vois chez beaucoup d'investisseurs, mais qui déjà te disent une start-up sans associés techniques, ça marchera jamais. Ça, c'est une grosse croyance en ce moment où tout le monde dit ça et moi, je suis... C'est un dogme. Comme tous les dogmes, c'est dangereux. Nous, on a toujours fonctionné comme ça et j'y crois de plus en plus. Oui. Et je le vois en ce moment, parce que depuis le départ de notre super directeur technique, je me suis dit, ok, ouvre tes chakras, t'adores le freelance, mais peut-être il faut embaucher quelqu'un. Donc j'ai fait passer plein d'entretiens de recrutement à plein de devs, j'ai passé par plein d'outils, les plus innovateurs possibles, et j'arrivais pas, quoi, pour une startup, à moins d'être Google ou Facebook, les stars, ils viennent pas facilement chez nous, quoi. Alors peut-être qu'aussi nous diront l'inverse, c'est que peut-être qu'ils te diront oui, c'est bien joli, tu dis ça, mais à la fois eux ils investissent dans des boîtes qui doivent valoir derrière 10, 15, 20, 100 millions et ils disent peut-être que c'est pas le cas de Capital Koala, peut-être. Après c'est vrai aussi que si tu reproduis ton modèle, une chose que t'as pas faite qui est potentiellement assez surprenante, mais tu vas me dire pourquoi, c'est que tu disais par exemple tout à l'heure, on n'a pas touché tous les Français connaissent pas Capital Koala, mais les Allemands non plus, les Suisses et les Suédois. Vous avez jamais voulu Alors évidemment, c'est un sujet qui est rapidement arrivé sur la table. S'implanter dans d'autres pays, c'est notamment une super stratégie pour se faire racheter, donner de la surface
à son entreprise, attirer des grands groupes, etc. Donc, ça peut faire hésiter. Dans notre métier, c'était, je pense, une erreur. Ça aurait été une erreur pour 2 raisons principales. D'abord, 1 euro investi en France nous rapporte plus qu'ailleurs. Ouais. Parce qu'on a notre réseau, on connaît notre système, on a déjà toutes nos structures, que ce soit même la partie community management, la partie SAV, etc. On est connecté à tous les commerçants, on les rencontre au quotidien, on fait des petits déj avec eux en permanence, voilà. Donc tout ce boulot-là, il aurait fallu le refaire ailleurs. Et comme on vient de le dire, la France ne connaît pas Capital Cola, ou seulement une partie d'entre elles, probablement nos 100 000 utilisateurs et puis leurs amis. Mais bon, s'il y a peut-être 1 million de Français, on va dire maximum, qui connaissent Capital Cola, donc la route est longue. Donc on se disait pourquoi aller ailleurs, à part pour rendre la mariée belle. Et en plus, le cashback, comme on le disait tout à l'heure, c'est un marché très particulier. Il faut déjà un e-commerce un peu fort, donc ça exclut pas mal de pays en Europe. Ouais. Et puis des pays ultra matures comme le UK, difficile. C'est le seul pays d'Europe où on a un concurrent. Et puis très dur d'aller conquérir le UK, c'est des millions en marketing. L'Allemagne, très complexe. On connaît quelqu'un qui y allait dans notre secteur et qui le referait pas si c'était à refaire. Et puis voilà, une fois qu'on a enlevé cela, l'Europe du Sud, ils sont un peu en retard sur tout ça. Il y a pas forcément les structures. Enfin, donc voilà, ça on a hésité. On a fait se lancer au Canada en fait. D'accord. Ouais, on a été repéré au Canada par pas mal de gens. On a beaucoup avancé avec des Canadiens. Et puis finalement, ça s'est pas fait pour plein de raisons. Donc et on regrette pas au final. En fait, on casse un peu les dogmes, quoi. Voilà, on n'a pas levé. Alors que peut-être ça aurait permis de booster la valo de notre boîte, mais finalement on a gardé en liberté et en surrentabilité. Surtout la valo puisque tu la vends pas. Donc non mais c'est aussi non mais en tout cas maintenant pour l'instant mais c'est ce qui est on n'est pas allé à l'étranger, on n'a pas voilà, enfin il y a plein de choses qu'on n'a pas faites et au final ça fonctionne très bien comme ça. Et donc aujourd'hui c'est combien de je sais pas, c'est quoi les métriques? C'est les daily active users, c'est le nombre de transactions par jour, c'est le nombre de comptes ouverts. Tu peux nous faire rêver un peu ou... Ouais, c'est à taille humaine, mais voilà, on a 100 000 users, très actifs, beaucoup de mamans, des fameuses digital moms qui consomment beaucoup. Ouais. Donc les gens chez nous, en moyenne, ils récupèrent entre 100 et 200 euros par an pour leurs enfants. Si c'est des parents, si c'est après les oncles et tantes ou les grands-parents, c'est un peu moins. Ouais. Mais voilà, et puis en 2016, on a généré chez les e-commerçants quelque chose comme 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Donc voilà, c'est des chiffres qui commencent à être sympas. Et puis comme on le disait tout à l'heure, c'est super rentabilité, très peu d'employés, très agile, beaucoup de freelance, donc tout ça est très souple. Le fait de pas avoir internalisé le tech, c'est pas faute d'avoir essayé. Finalement, on a économisé une somme folle parce qu'au début, on dit ouais, c'est hyper cher de passer par des agences au début, mais en fait. Les salaires, ça coûte cher, les congés payés. Si on a un seul dev, souvent c'est pas assez dans une startup parce qu'il y a plusieurs métiers. Bien sûr. Sur la partie tech, nous aujourd'hui on a 3-4 devs différents. Donc si on avait dû avoir 3-4 devs, ça aurait été compliqué. Et puis les occuper une fois que le site était fait, c'était quand même pas si facile non plus. Donc je pense qu'on a économisé beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on dépense beaucoup moins en tech. On a beaucoup de mises à jour, on fait beaucoup de choses. Là, on est en train de migrer tout sur des nouveaux serveurs de la mort et tout. Mais voilà, c'est payé à la mission. Donc c'est beaucoup plus rentable. Et donc finalement, peu de R&D. Je sais pas, le mobile, vous êtes, comment ça se passe quand j'achète sur le mobile? Ça, c'est par exemple, c'est un choix qu'on a fait aussi, loin de la hype du moment où tout le monde faisait des apps, que ce soit un moment des web apps via Titanium et compagnie, que ce soit un moment des apps natives, donc ultra cher, parce qu'il fallait du natif sur chaque truc, plus toutes les mises à jour. Et ben, nous, on s'est dit, OK, que pourrait nous apporter une app que les gens puissent faire leurs achats de manière hyper fluide, comme ils le font dans leur navigateur Internet avec notre extension. Et en fait, les apps répondaient pas à ce problème-là, puisque les apps communiquent pas entre elles, on pouvait pas communiquer avec certaines apps. Donc, au mieux, on pouvait encapsuler un navigateur et dire aux gens, quand vous naviguez sur l'application Capital Cola, finalement, vous êtes dans un navigateur. Mais bon, c'était un peu beaucoup de bruit pour pas grand-chose, alors que finalement, pousser nos utilisateurs à installer un raccourci vers le site mobile de Koala, qui est un site responsive, tout ce qu'on veut, en fait, c'était ce qu'il y avait de plus simple. C'est hyper, voilà. Donc, en fait, tous les gens qui s'inscrivent, on les push à installer un raccourci mobile sur leur bureau de téléphone. D'accord. Et les gens qui nous disent, il y a pas d'app. Bon, on leur envoie plein de smileys en disant, regardez, testez juste le raccourci. Vous allez voir que ça fonctionne très bien. Notre site mobile sera jamais moins bien qu'une app. Il y a désormais un truc qui s'appelle les progressive web apps, je crois, qui pourrait bien marcher sur ce type de choses, parce que c'est quasiment la même chose que le raccourci, sauf que tu peux faire des notifs push, tu peux faire pas mal de choses. Voilà, t'as pas les notifs push. Et d'accord, mais c'est intéressant. Et du coup, aujourd'hui, vous avez des bureaux? Ouais, on a des bureaux. Bon, on a toujours eu des bureaux. On a démarré dans mon salon. Après, on était à l'incubateur de l'ESCP. Après, on a gagné un concours de start-up
super qui s'appelle Neuilly Nouveau Média, Neuilly Lab. D'accord. Et pourquoi c'est super? Pas parce que j'aime Neuilly particulièrement, mais parce qu'ils nous ont offert 2 ans de loyer. Superbe. Enfin, 2 ans, du coup, d'hébergement chez un grand groupe. Il y a pas mal de grands groupes à Neuilly. Donc, ils essaient de connecter l'innovation à ces grands groupes. Et en l'occurrence, on a été hébergé chez Deloitte à l'époque. Avec accès à la cantoche et tout. C'était super. Bon, j'y suis jamais allé, en fait. Et donc, ouais, ça fait pas mal de petites économies pour une start-up. Et voilà. Depuis, on a pris notre envol. On partage nos locaux avec d'autres start-up parce que on est une petite équipe et qu'on trouve ça bien pour nos employés, qu'ils aient du monde, etc. Et puis, il y a une émulation, c'est sympa. Donc voilà, on a des locaux sympas dans le 9e. On s'est un peu écarté, je crois qu'à un moment on parlait. Oui, alors moi je voudrais revenir sur alors il y a le petit, j'allais venir sur les prochaines startups que tu as montées, mais je voudrais revenir sur ce point avec Alexandre et donc c'était cet épisode où lui voulait partir et voilà. Du coup là-dessus ça laisse des marques, ça vous restez hyper voilà, vous vous dites en fait sur le moment ça a été dur. Mais pas si dur que ça. Parce qu'en fait, on était arrivé à un stade, à un moment où, ok, tu veux partir, je respecte, je trouve que c'est trop tôt, mais ok. Et puis lui me disait, ouais, mais bon, là, on est un peu bloqué, moi, je veux lever de l'argent, enfin, bon, on se comprenait plus trop. Donc ouais, ce moment-là était pas facile. C'était comme un couple, quoi. C'était un peu la crise des 3-4 ans, quoi. Et puis, mais en fait, il fallait arriver là, je pense. Parce qu'on est arrivé au bout de notre incompréhension. Je pense que lui, il a bien vu qu'à un moment, il avait pas les offres qui arrivaient, qui répondaient à son attente, à son espérance. Donc, on a mis les choses à plat. On s'est dit aussi, qu'est-ce qui va pas? Il y a un manque quelque part. Et donc, sans trop trahir de choses, voilà, on s'est dit, ok, on va renouveler l'équipe. Il y avait une personne dans l'équipe qui fonctionnait pas. Et à un moment, on a ouvert les yeux, on s'est dit, mais en fait, ça va pas, quoi. On est une petite boîte, on peut pas avoir une brebis galeuse. Dans les boîtes où t'as 20, 30, 40, 100 personnes, tout le monde peut pas être à fond les ballons. Top, ouais. Mais là, nous, on était 4, on peut pas avoir une personne qui en avait rien à foutre, quoi. Donc, on a pris des mesures, c'était un peu dur humainement, mais on l'a fait. Et puis, on a renouvelé complètement l'équipe. On a mis l'argent qu'il fallait pour prendre les bonnes personnes, donc on a bien payé les gens. Et puis voilà. Et puis on est reparti sur un nouveau cycle. Voilà, c'est une somme de choses. Et c'est quand même à ce moment-là que vous avez commencé, ou toi t'as commencé, je sais pas si c'est son cas aussi, mais à lancer d'autres choses. Donc ça a été il y a eu une sorte de. Moi c'était mon credo. Moi, je disais à Alex, on a la chance d'avoir une boîte qui tourne bien, qui nous laisse un peu de temps pour plein de raisons. J'ai expliqué tout à l'heure, des choses automatisées, pas de compte à rentrer à personne. Donc on a d'autres idées, on a plein d'idées. Lançons-nous sur d'autres choses, mais avec d'autres gens ou seuls. Et donc voilà, moi j'avais déjà mon idée, on va y venir tout de suite. Et donc je poussais un peu Alex à dire vive pleinement notre bien-être de start-upper qui a une boîte rentable et fait autre chose. Mais c'est aussi un talent de se dire je me laisse le temps. Je veux dire moi, c'est un truc que je sais pas faire. Je sais pas. Je veux dire, je me rajoute toujours du travail qui est pas forcément efficace toujours d'ailleurs, hein, mais je veux dire, quand j'ai du temps, je me rajoute un podcast à faire, je me rajoute une start-up à créer, je me rajoute un machin. Et en fait, toi, bon, c'est vrai que t'as tes soupapes. Alors tu parlais de musique, on a parlé rapidement de poker, mais il me semble que tu as fait une incursion dans le poker un peu, voilà. Et donc du coup, je veux dire aussi, c'est un talent de savoir se dire, attends, je prends mon temps sur ces choses-là. Et donc là. Le Vinyl Club. Non. Ouais, c'est ça. Alors le Vinyl Club, on y vient. Donc effectivement, voilà, on se dit, moi j'insistais avec mon associé de dire profite de notre chance, monte tes trucs, fais d'autres choses. Et donc voilà, donc on se dit ça. Un couple, quoi. Moi, quoi? C'est comme vraiment un couple, quoi. Ouais, faut que ça respire un peu. Faut que ça respire un peu. Et en fait, à ce moment-là, j'ai des potes que je respecte beaucoup, des entrepreneurs qui ont cartonné et qui me disent, mais t'es con, donne plus de temps sur Capital Cola pour que ça explose. Et en fait, non, nous on disait, en fait, c'est pas une question de temps maintenant. C'est une question de trouver la martingale. Donc on testait plein de choses pendant ce temps-là. On continue à bosser, hein, mais on testait plein de choses au terme d'acquisition, de com, de choses un peu décalées. J'y reviendrai après, mais voilà, c'était pas une question de temps. On n'avait pas de nouveaux pays à lancer, on n'avait pas tout ça. Et puis voilà. Donc en fait, on s'est dit, ok, respirons un peu le cerveau. C'est un marathon, hein, une boîte. Hein, voilà, nous ça fait. On s'est rencontrés fin 2009 avec Alex, donc ça fait 7 ans et demi, quoi. Donc, on peut pas être à fond les ballons pendant 7 ans et demi, ou alors, je sais pas, moi. Et puis voilà. Et puis les autres projets nourrissent celui-là. Donc, je pars un été en vacances chez mon pote Raphaël, et puis on se dit, il y a un truc à faire, les vinyles, ça revient à mort. On est fou de musique, lui et moi, depuis longtemps. On écoutait plein de trucs. Je déboule dans les Landes où il était là depuis un mois en mode ermite. Il me dit, fais-moi écouter tous les nouveaux trucs que t'as en ce moment.
Et puis voilà, et on se dit qu'est-ce qu'on fait? On a plein de CD, est-ce qu'on numérise tout et puis toute notre collecte de milliers de CD, ou est-ce qu'on passe au vinyle, ou est-ce qu'on arrête, on met tout on passe sur le cloud, sur Deezer, Spotify et autres. Bref, on se dit il y a un truc à faire avec les vinyles. Et donc on commence à fomenter notre projet de box. Ouais. Box par abonnement, hein, comme les box qu'on connaît, Birchbox, My Little Paris ou autres petits ballons. Et on se dit on va faire une box de disques vinyle. Mais voilà, c'était le projet passion. Lui, il avait sa boîte, moi j'avais la mienne. C'était pas d'objectif majeur. On va dire qu'est-ce que ça va faire de faire un side business dans lequel on s'investit pas à 100% parce qu'on a autre chose, mais projet passion. Et ben voilà, on monte ça. On crée notre site de box, etc. Bon là, on a tous les deux un petit peu d'expérience, donc ça va plus vite. On rationalise aussi, parce que c'est vrai qu'au début, ta première boîte, Capital Cola, moi j'ai passé nuit et jour. Tout était millimétré, tout était pixel perfect. La compta était pixel perfect, les marges, les calculs de marge étaient pixel perfect, les posts Facebook étaient pixel perfect. Non, là c'est plus cool, on se détend un peu, on y va, on se lance un peu vite, on fait un logo un peu stylé, on lance notre site. Très peu de coûts. Et puis on lance cette box. Et en fait, c'est coup de bol, coup de bol. Donc voilà, box, je le dis, vinyle club, je m'inscris, ça coûte. Alors au début, on fait 33 € par mois, comme en 33 tours. Voilà. 2 disques à la maison, un classique, une nouveauté. Des disques neufs. Classique, c'est pas musique classique. Hein, non, c'est un standard. Alors chez nous, on appelle ça la perle du XXe siècle. Un obligatoire, un David Bowie, un Stevie Wonder, un Ray Charles, un Stones, ce que je veux, et une perle du XXIe siècle. Donc là, on fait découvrir des nouveautés aux gens, des trucs très bien, divers et variés. Et on peut pas choisir son style de musique. Vous nous faites confiance. On considère que les gens qui se sont remis au vinyle, on les connaît. C'est des gens comme nous, c'est des mélomanes. Quand tu te remets au vinyle, t'aimes bien plein de trucs. Donc on t'envoie plein de choses dans plein de styles. Pas trop pointu, évidemment. On va jamais entendre un truc de techno trop pointu, de hip-hop trop underground, de métal, mais des choses accessibles à tout le monde. Et on se dit, tout le monde n'a pas de platine, donc on va faire comme les opérateurs téléphoniques. Si tu t'abonnes pour 1 an, on t'offre une platine. Donc on offre les platines Crossley. Voilà. Il y a là les platines Crossley que tout le monde aime bien là, qui sont chez Urban Outfitters, chez tout ça, toutes les platines un peu stylées sous forme de valisette, avec enceinte intégrée. Donc t'as pas besoin de t'acheter un ampli, t'as pas besoin de t'acheter des enceintes, tu peux démarrer par là. C'est un peu comme ta première guitare, c'est pas la meilleure guitare de la terre, mais par contre elle est fonctionnelle et c'est bien pour te remettre au vinyle. Donc on monte cette offre, platine offerte pour 1 an d'abonnement, et puis 33 € comme en 33 tours pour 2 disques, ce qui est vraiment pas cher. Depuis on est monté à 35 € parce qu'on n'arrivait pas à sortir de la marge. D'accord. Mais voilà, donc on démarre là-dedans, projet passion, génial, on est en contact de tous les labels, tous les labels, toutes les maisons de disques, on fait une soirée de lancement avec des potes musiciens, génial, un pote DJ, c'est vraiment trop cool. Et puis il y a un troisième larron qui nous rejoint, Mathieu, qui a beaucoup de contacts dans le milieu de la musique, donc ça c'est super, parce que nous, même si on était passionnés, on n'avait pas forcément tous les contacts. Donc avec Mathieu, ça marche super bien. Et puis voilà, on a créé une marque maintenant depuis 2 ans et demi. On s'est lancé on va dire 1er janvier 2015. Ça a bien marché, on a fait pas mal d'OP. Là, c'était le festival We Love Green 2017. On a fait la box du We Love Green en partenariat avec eux. On faisait gagner des golden tickets comme dans Charlie et les chocolateries. D'accord. T'achetais la box du festival et tu pouvais avoir un pass pour les 3 jours. Donc t'achetais évidemment la box en avance. Voilà, on fait pas mal de choses. On fait un partenariat avec les Inrock qui nous push dans leur magazine. On fait un truc chez Merci. On ouvre un disquaire au Bon Marché pendant 2 mois en Noël 2015 ou 15. Donc on fait plein de trucs. Donc en fait la marque devient super connue auprès de tous les trucs un peu hype. Donc c'est cool. On a plein d'appels entrants. Ça marche super bien. Mais par contre on fait pas de marge. Donc là on se dit bon c'est sympa les side projects. C'est cool. Toujours sympa de bosser, mais quand ça te rapporte rien, même si ça fait du chiffre d'affaires. Voilà, un jour ou l'autre, t'as un peu envie de te payer un petit peu plus, et puis voilà, on a les disques gratuits, les concerts gratuits, mais bon. Et donc voilà, donc on monte un peu les prix, on coupe un peu certains coûts, etc. Donc voilà, ça commence à sortir un peu de marge à la 3e année, ce qui n'est pas fou finalement pour une jeune boîte. 3e année, on commence à sortir un petit peu de marge. Mais voilà, je pense que effectivement c'est une boîte qui pourrait marcher si on était, on va dire 2 maximum à plein temps, et encore on sortirait pas des gros salaires. Mais peut-être qu'en bossant à plein temps aussi on ferait encore plus d'abonnés. Parce que là c'est quel nombre d'abonnés en gros, je sais pas. Enfin, bon, c'est pas non plus énorme parce que ça reste une niche les vinyles, mais à l'année ça fait 10 000 abonnés, tu vois. D'accord. Oui. C'est pas non plus la folie, mais c'est pas mal.
Et puis enfin oui, si tu fais 35 € par mois, c'est pas mal quand même, quoi. Enfin, ouais, c'est cool. Et puis en plus toutes les OP qu'on fait à côté, quand on est disquaire au bon marché, on vend plein de disques, c'est la folie à Noël, c'est cool. Et bon, même si c'est pas notre métier, on s'était dit que c'était intéressant. Donc voilà, ça marche pas mal. Et du coup, tu produis des vinyles, hein. Tu en presses, enfin comment ça se passe, parce que Non, nous on presse pas, on bosse qu'avec les labels et les maisons de disques sur des sorties, des nouveautés, des rééditions, donc sur des disques neufs. D'accord. On commence à faire des rééditions en exclusivité avec des labels. D'accord. Ça c'est bien, on commence à faire des disques que personne n'a à part nous. D'accord. On commence à mettre ça en place, voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, peu de marge parce que les maisons de disques vendent cher. Mais bon, on s'est amélioré. On achète mieux maintenant. Non, franchement, on est un peu meilleur. On achète mieux. Ce qui nous coûte cher, c'est aussi les expéditions. Enfin, le e-commerce, c'est dur, en fait. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Il y a du physique. Et ce qu'on réalise, c'est que le e-commerce a moins de, idéalement, faut faire au moins, enfin, si on peut faire 50% de marge, c'est bien, quoi. En dessous, c'est compliqué. Et moins de 30%, faut pas y aller, quoi. Donc nous, on est plus proche des 30% que des 50%. Donc voilà, faut avoir très peu de coûts. Heureusement, on a un logisticien qui est super, qui gère tout, les envois, les réceptions, le stockage. Donc comment il s'appelle? En l'occurrence, c'est Kinexia. D'accord, Kinexia. Voilà, il y a pas mal de logisticiens, mais celui-là, personne n'est parfait, mais en tout cas, voilà, on s'y retrouve, il gère un petit peu tout. Donc nous, on n'a pas à empaqueter les box, à gérer tout ça. Voilà. Donc suite à ça, un copain, Jonathan, que tu connais aussi. Ouais, je connais très bien, Jonathan Benoudis, ouais. Voilà, me dit, ouais, c'est cool ton truc de box, c'est intéressant, il y a pas mal de choses à faire sur les box, c'est un business model qui est en pleine expansion. Au même moment, j'ai plein de copains qui me disent, ouais, les box c'est fini, ça y est, Smartbox et compagnie. Je fais, non, Smartbox c'était une box où t'achetais une Presta, mais les box par abonnement, même si on a l'impression que ça pue, qu'il y en a trop et qu'on en a marre, ben en fait, c'est la bonne idée cadeau et tout le monde cherche toujours des idées cadeaux et puis au-delà de la bonne idée cadeau, je veux dire, je sais pas quelle est ta rétention sur le vinyle club, mais quand c'est bien fait, je veux dire, c'est un truc que tu vois, un petit ballon ou des choses comme ça, recevoir quand t'as une passion qui est le pinard ou le vinyle, je veux dire, recevoir pour pas très cher 2 vinyles par mois, 2 bouteilles de vin ou des choses comme ça, découvrir, etc. Il y a quand même ce côté un petit peu, cadeau sympa, découverte, tu te fais plaisir. Enfin, t'es pas obligé de passer de mode, quoi. Je pense que les box avec que des broutilles devant et des dedans et des produits à la con, c'est pas forcément. Tout ce qui est box d'échantillons, les gens en reviennent. Mais effectivement, des box un peu passion comme ça, je pense que ça fonctionne. Et puis surtout, t'as pas besoin d'avoir 1 million de clients pour que ça marche. Non. Ou de VU ou que sais-je. Tu vois, t'as quelques milliers de clients, tu rationalises bien tes coûts, t'optimises ton sourcing. Non, franchement, c'est des bons business. 1000 clients sur une box à 35 €, c'est 35 000 € de chiffre d'affaires par mois. Voilà. C'est pas, c'est pas non plus de la merde, quoi. Bah non, c'est pas de la merde, on est d'accord. Ouais. Non, c'est pas mal, surtout sur des side projects comme ça. Donc si tu commences à avoir 3-4 box. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu fais 1 € de marge, ça fait 1000 € de marge à la fin du mois. Donc en effet, il faut, comme tu le disais, il faut faire quand même de la marge parce qu'en effet, ou faire des très très gros volumes. D'accord. Donc full box, tu te dis bille en tête, Jonathan Benoudis, je le rappelle, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui était l'associé de mon associé Laurent Kretz chez Cosa Vostra et bien d'autres startups aussi, et Jonathan qui a beaucoup de talent, notamment dans l'acquisition. Ouais. Voilà, et puis qui avait monté avec Laurent à l'époque Startup, le Starting Paris, ouais, tout à fait. Donc tous les événements où beaucoup concours de startup, de pitch. Et donc voilà, avec John me dit, c'est intéressant tes box, raconte un peu, j'ai des idées aussi, et puis voilà, on avance un peu ensemble, et puis à un moment on se dit bon bah vas-y, on monte un truc ensemble. Du coup, je me retrouve à monter une 3e boîte, ce qui n'était pas du tout prévu. Je voulais quand même avoir du temps pour faire de la musique et tout. Mais bon, c'est un bonheur de bosser avec Jonathan quand t'as un mec aussi bon qui te propose de bosser avec toi. C'est cool. Et puis en plus, j'y croyais. Et puis, j'avais fait un peu tout le boulot d'essuyer les plâtres sur le Vinyl Club du business de la box. Donc, je me suis dit, maintenant que j'ai fait ça, on peut le décliner, quoi. Et donc, du coup, on monte la Yoga Box. D'accord. Pareil, c'est une niche, mais sur un truc pareil, qui est quand même un peu dans la tendance. Et puis là, en montant la Yoga Box, donc gros travail de sourcing, on envoie tous les mois 4-5 produits autour du yoga et du bien-être. Donc c'est des accessoires yoga, produits yoga vraiment typiquement sportifs pour la pratique du yoga. D'accord. À chaque fois un produit nutritif aussi, bio, vegan pour le côté un peu énergétique, vitamines. Et puis à chaque fois un produit cosmétique parce que c'est quand même une box féminine. Mais loin de la tempête d'échantillons qu'on reçoit avec certaines box, nous c'est un produit full size bio. Voilà, toujours ce truc bien-être.
Et puis à côté, un produit lifestyle, on envoie des bouquins, des plantes, des fleurs à planter, ça peut être... et on envoie des bougies. D'accord. On envoie une bougie de massage aux huiles essentielles. Et puis là, ça cartonne. Dans la yoga box. Dans la yoga box. Et les gens nous disent, c'est génial, la bougie de massage, huile essentielle, super et tout. Il s'est avéré que on avait fait cette bougie-là avec une petite marque qui qui avait été lancée par la petite sœur d'une amie d'amis. Et donc, pour l'aider, en lui disant, le sourcing est très peu cher, elle faisait tout à la main, on lui dit, bah, écoute, on va t'aider, du coup, à faire les bougies. Donc, on se retrouve dans un laboratoire en mode Breaking Bad à faire des bougies avec des blouses et tout. Et puis, on se dit, mais c'est génial, en fait. Moi, je tombe amoureux de ça. C'est plutôt que d'être devant un fichier Excel, un back-office, ou même à piloter ton business manager sur Facebook, ou à faire le kéké dans les apéros entrepreneurs. Bah là, tu te retrouves à faire des choses avec tes mains, quoi. Donc, je trouve ça génial. En plus, j'étais pas très bougie, moi, à la base, mais du coup, j'ai mimé, mais c'est génial, en fait, dans ta maison d'avoir des bougies. Et puis, et on se dit, OK, lançons la bougie box. Et donc, on lance la bougie box. Le principe est simple. Chaque mois, une bougie plus une nouvelle, un compte, inspiré par la bougie du mois. D'accord. Et une boîte d'allumettes longues. Et donc là, business passion aussi, parce que fabriquer des bougies, c'est génial. Alors, on travaille aussi avec des marques, hein. C'est une bougie de marque, chaque mois, c'est une nouvelle bougie. Mais on se dit, on va lancer nos propres marques de bougies. Et là, c'est la quintessence du business de la box, c'est-à-dire que tu te galères pas sur le sourcing, puisque tu envoies une bougie et tu lances tes marques. Tu fais beaucoup de marge parce que c'est tes propres produits. Et en plus, tu fais de la com sur des marques que tu lances. Donc, on a créé là, en quelque temps, ça fait que 6-7 mois qu'on est lancé, mais on a déjà créé 5-6 marques de bougies. D'accord. On crée des univers avec un pote graphiste qui est très bon. On va J'en ai eu une ou deux, en effet, qui sont fantastiques. Voilà, on va retravailler aussi tout l'univers visuel, notamment avec notre prochain shooting avec une photographe que tu m'as conseillé. Victoire Le Tarnec, d'accord. Voilà, super photographe. Donc on travaille tout ça, on essaie de créer des belles marques. Donc là, on s'éclate, c'est de la pure créa, quoi. On crée des marques, on les fabrique nous-mêmes. On a appris, ça fait 1 an qu'on coule des bougies, on a coulé des milliers de bougies. On s'est créé un atelier, Breaking Bad. Il est où cet atelier ? Il est dans le 18e, dans les D'accord. entrepôts. Voilà. Et donc on s'est équipé. C'est assez complexe. En fait, c'est plein d'étapes simples D'accord. et minutieuses, mais innombrables. Et donc on fait fondre notre cire en copeaux. On fait tout en cire de soja naturelle, rien de D'accord. toxique. On teste nos fragrances, on les fait fondre à une température très précise pour que ça s'évapore pas. On coule ça dans les récipients dans lesquels au préalable on a planté des mèches en bois ou en coton qu'on sélectionne. Enfin bon, c'est génial. On imprime des étiquettes, qu'on colle. Enfin, donc on s'éclate comme des petits fous. Et en plus, dans ce business-là, donc moi je m'amuse parce que c'est moi qui écris les nouvelles. D'accord. Donc, on envoie donc tous les mois, je me retrouve à pondre une nouvelle. Enfin, voilà. Donc en fait, la boucle est bouclée. On fait des projets passionnants, aussi divers que variés. Et il y a de l'artistique. On crée des marques, on écrit. Et elles marchent ces box, les deux, yoga, bougie? Alors yoga, elle marche super bien, un peu comme non pas comme le vinyle parce que la notoriété est moindre, mais par contre elle est très, voilà, on a eu rapidement une bonne croissance. En revanche, le sourcing est compliqué quand même, 5 produits tous les mois, c'est beaucoup de boulot, donc on essaye de progresser là-dessus. Et la marge, et là dès le départ on a fait mieux sur la marge, donc ça va, ouais, ça c'est bien, mais voilà, on n'a pas encore suffisamment de volume. Bon, elle a 1 an la box, hein, donc elle est rentable. On investit en com, on fait de l'acquisition, beaucoup d'acquisitions, notamment Facebook, Instagram, etc. Ouais. Jonathan est très fort là-dedans. Et la bougie box, ça démarre, ça fait 6 mois. Bon, là c'est l'été, c'est un peu moins la saison, Ouais. mais on prépare activement Noël 2017. Et donc pareil, ouais, je pense qu'il y a un bon marché. Combien on a dit la bougie box? Combien de prix, pardon. Ouais. 19 €. 19 €. Et Voilà. t'as une bougie. C'est de belles bougies, c'est des bougies qui valent 35 balles en magasin. D'accord. On a travaillé avec des marques comme comment s'appelle-t-il? Je suis déconcentré par tous ces bruits dehors, je ne sais plus. Bref, on a travaillé avec des jolies marques. Et les bougies, tu peux les acheter après, t'en produis un peu plus, ou elles sont que dans la box? Je veux dire, quand tu crées de ces univers, tu vas les vendre ailleurs, ou alors sur le site à l'unité? Ouais, alors là, on va lancer la boutique. Évidemment, le but, c'est de pouvoir les acheter à l'unité. Et en fait, les marques qu'on est en train de créer là, les meilleures, celles qui ont le plus plu aux gens, on va les développer à partir de 2018 dans des concept stores, des choses comme ça. Donc vraiment faire des beaux produits et c'est développer sur la bougie, quoi. D'accord. C'est charmé. Et alors, comme celui-là, il est plus rentable, tu vas pouvoir me filer un code pour mes
auditeurs pour qu'ils puissent avoir une promo sur leur bougie box, quoi. Ah ouais, mais alors, pour ceux qui ont tenu jusque-là, en plus, combien de temps qu'on papote? 1h21. Ah ouais? Ouais, et d'accord. On va aller sur, tu me feras ça. On va aller sur, j'invente un code, là, comme ça, je le créerai demain. On va appeler ça, Génération Do It Yourself, GDIY. Non. GDIY. Ok, voilà. Ça marche. GDIY, 20%. Allez, soyons fous. 20% sur l'abonnement Bougie Box. GDIY. Voilà, avec un code promo, c'est ça, alors, du coup, ça marche. C'est pas avec un seul. Ok. Génial. Fantastique. Voilà. Écoute, top. Juste, du coup, aujourd'hui, c'est quoi, comment se passe ta semaine ou ta journée? C'est quoi l'idée, là, autour de tout ça? Alors, effectivement, il y a les 4 activités à gérer, plus les cours que je donne à l'ESCP, donc un peu d'enseignement. Donc, faut jongler un petit peu, le groupe de musique avec les concerts et tout. Mais au final, c'est un type d'organisation, je sais pas comment ça s'appelle, mais je me donne pas, je me dis pas cet après-midi je fais que ça, ou cet après-midi. En fait, je suis en permanence en train de tout faire. D'accord. Alors, je sais pas, ça pourrait paraître bordélique, mais en fait, non, ça permet de juste en permanence re-hiérarchiser les tâches, reprioriser. Et donc, en fait, à chaque fois, je fais la tâche la plus urgente en premier. Et donc, du coup, je m'enlève vachement de stress. En fait, je suis assez peu stressé parce que je fais toujours le plus urgent en premier. Et alors, évidemment, j'ai quand même des contraintes. Je suis tous les après-midi au bureau au Koala parce qu'on a des employés, etc. Et puis, il faut qu'on se voit avec mon associé. Sauf le lundi après-midi où je suis avec Jonathan pour les box et le jeudi matin où je suis avec lui. Donc on a quand même des moments qui sont définis pour se voir, mais après ça n'empêche pas de bosser sur des choses diverses et variées à chaque fois. Donc c'est tout le temps un petit peu comme ça. Et puis économiser le maximum de temps, c'est quoi? C'est dans les transports déjà, très peu de transports, scooter. Et puis s'aérer l'esprit le week-end pour pas être trop fatigué, bien dormir. ça fait un peu conseil de grand-mère, bien dormir pour pas être fatigué. Non mais moi tu rigoles, mais moi je me suis mis à dormir plus récemment. Je dormais très peu pendant très pareil, longtemps. moi je dormais très peu, je dormais 6 heures avant, 6-7 heures et j'estimais que c'était suffisant, mais en fait c'est toujours un moment, il y a une demi-journée dans ta semaine qui va servir à rien. Et du coup, finalement, tu perds du temps. Donc maintenant, je dors plus qu'avant. Je dors plutôt 7-8 heures. Et surtout, j'essaie de moins picoler le soir. C'est con, mais quand tu picoles, tu dors pas bien. Donc je picole un peu moins. Et puis, qu'est-ce qui fonctionne bien? Le fait de pas avoir fait de lever, mine de rien, de rester à taille humaine, ce qui fait que quand tu fais une erreur, elle est moins grosse. Et donc, c'est moins... Alors, moi, j'insiste beaucoup sur le sens du détail, en fait. Le sens du détail, c'est pas s'attacher à tous les détails, c'est s'attacher aux détails importants. Oui. Donc, le sens du détail qu'on a vachement développé et le faire le moins d'erreurs possible. En fait, tu t'aperçois dans ta journée, le temps que tu passes à réparer les erreurs ou à expliquer un truc que tu avais mal expliqué et du coup, il y a une incompréhension avec tel prestat ou avec tel employé, même juste. En fait, le faire le moins d'erreurs possible, c'est là où tu économises le plus de temps possible. Ou alors les reproduire. C'est vrai qu'on a une sorte de quand même dans les dire des entrepreneurs, faire des erreurs, ça fait partie et c'est là où t'apprends. Mais en tout cas, surtout pas les reproduire et savoir. Ouais, voilà, oui. Enfin, je parle il y a des grosses erreurs qu'on a pu faire, mais ce que je veux dire, c'est les petites erreurs du quotidien. Tu vois, un mail ou que t'as envoyé pas à la bonne personne, des conneries. Enfin, en fait, quand tu bosses sereinement, tu fais moins d'erreurs. Donc, en fait, essaie de pas être speed, essaie d'être reposé pour faire moins d'erreurs. D'accord. Et du coup aujourd'hui sur tout ça, t'as des outils précis, je sais pas, tu utilises Evernote, c'est toujours celui que je cite parce que c'est mon. Mais c'est fan toi. Ouais. Non, on a évidemment des outils précis. Je suis pas fan de tout. Alors déjà, j'ai splitté mes boîtes mail. J'ai une boîte mail pour chaque projet, ce qui fait que je suis capable d'en fermer une. Sinon, j'avais en permanence des millions de mails carrés, tu pètes les plombs. Donc en fait, j'ai vraiment 3 boîtes mail différentes et je les ferme quand il faut les fermer. Ah, c'est marrant. Ça, j'ai pas fait ça du tout, mais c'est intelligent. J'ai mis du temps à le faire. Hein. J'ai mis 4 ans à le faire. Et du jour où je l'ai fait, ça a changé ma vie. J'ai appris à fermer des fenêtres. Et après, Slack comme tout le monde, mais j'avoue que je suis pas un gros fan de Slack. Je trouve que c'est juste un gros WhatsApp par channel. Et je trouve que la gestion des projets, c'est pas idéal. C'est bien en gros pour travailler à distance, pour se dire ok, là je suis là-dessus, tac, ok toi aussi, ou t'as vu ce mail là, donc c'est bien quand même. Quand t'es à distance, mais quand t'es dans le même bureau, ou en tout cas les mêmes bureaux, je trouve que ça perd un peu de son sens. Je préfère des outils comme Trello pour la gestion de projet. C'est pas les mêmes usages, nous on utilise les deux, mais un Slack, bon nous en effet tu le dis, hein, mais nous on a 4 bureaux, donc dans 3 pays différents. Je veux dire à un moment Slack c'est devenu même plus une option. Après ce qui est sympa aussi dessus, je dirais, c'est le côté où je vais brancher des services tierces
pour te dire tiens tel site a un bug ou tel machin a planté, tel serveur je sais pas quoi ou voilà, t'as pas mal de bots et tu fais donc pas ça, tu peux faire des choses. Nous disent pour plugger pas mal de bots. Voilà. Ouais, c'est clair. Des stats, des petites, tu vois, tiens, tel site a fait plus de trafic aujourd'hui qu'hier ou des choses comme ça. Il y a plein de petites choses qui sont. Non, c'est très bien, mais je trouve que le risque avec Slack, c'est que souvent, on se retrouve à faire de la gestion de projet sur Slack. Ouais. Et voilà, donc je suis pas un fan absolu, mais voilà, on est Slack, on est. Puis après, tous les petits trucs qui ont changé ta vie, bon, c'est con, mais la Dropbox qui gère toute ta vie. Moi, j'ai une Dropbox globale pour tous les projets. Ouais. Ou bien. Puis voilà, j'aime bien Dashlane, j'aime bien Mention. Dashlane, pour ceux qui l'utilisent pas, tous les mots de passe, ça va changer votre vie. Alors voilà, il y a OnePassword, Dashlane, ça enregistre tout. Vous connaissez plus aucun mot de passe. Ah, quand t'as 4 boîtes, c'est quand même cool. Et puis tous les remplissages de formulaires. Un truc con qui a changé ma vie récemment, c'est France. Tu connais? Non, je connais pas France. Eh ben France, c'est un outil qui permet de plugger toutes tes messageries diverses et variées. Il y en avait déjà. Ouais. Et lui, il plug aussi tes WhatsApp, tes SMS, tes Skype, tes Messenger Facebook, que sais-je encore. Et du coup, parfois tu reçois un WhatsApp ou un texto, au lieu de prendre tes 2 pouces et de taper ça à la vitesse, en fait, tu gères tout depuis ton clavier. D'accord. Tu gagnes un temps fou. Parfois, tu veux coller un email sur des gens qui sont pas sur Slack. Enfin, bref. WhatsApp est une application desktop. Ouais, mais il y a des gens qui sont pas Slack. Moi, j'ai mes associés sur le Vinyl Club qui sont beaucoup moins tech que mes autres associés. J'ai la chance sur Capital Cola et sur les box d'avoir 2 associés fans de tech, donc ils sont fans d'outils et c'est génial. Alors, sur le vinyle, c'est plus artistique, c'est plus freestyle. Donc voilà, un petit WhatsApp, ça marche. Et d'accord. Et du coup, tu disais que tu te levais pas forcément. Enfin, c'est quoi ta journée type, quoi? Ah oui, très important. Moi, je mets jamais de réveil. Tu mets jamais de réveil. Je mets toujours un réveil de sécurité pour pas que ça passe. Mais bon, c'est rare que j'en ai besoin. Donc je me réveille naturellement, je vais pas mentir, hein, je me réveille naturellement entre 8h, 8h30, parfois une petite pointe à 9h. D'accord. Ta sécurité, elle à quelle heure? La sécurité, je la mets, ça dépend. Si j'ai fait la teuf le week-end, le lundi matin, je me mets une sécurité à 10h30. Ah ouais. Ça peut être nécessaire. Tranquille, la sécurité à 10h30, quoi. Bah ouais, mais au moins, tu vois, derrière, t'es ultra efficace. Ouais. Et parce que moi, parfois, les rares fois où je me réveille, c'est-à-dire quand j'ai un avion, putain, mais si ça travaille au milieu d'un cycle. Pour le réveil naturel, même si mais moi, je dois me coucher plus tôt que toi parce que je dors quand même potentiellement moins, mais du coup, si tu dors 7 heures, 7, 8 je suis plus à 8 heures maintenant, tu vois. Maintenant, je me couche plutôt vers minuit, 1 heure, minuit, quoi. Minuit et demi, je suis sage, hein. Ouais. Et mais bon, en vrai, c'est ça, c'est pas vrai parce que c'est ça les 3 premiers soirs de la semaine, puis après ça commence à partir en couille à partir du jeudi, quoi. Ouais. Bon bref, c'était nos petits conseils santé, bien-être. Bien dormir, c'est con, mais ça te permet d'être hyper efficace au boulot. Ouais. Sport, guitare. Sport, urban foot comme beaucoup, donc c'est bien, ça permet d'éliminer à mort et de rester hypertonique. Mais moi, je joue au foot le midi. D'accord. Pareil, je trouve que ça me met bien pour ma journée, ça me met en tonique. Donc tu vas pas jouer le matin, a priori, vu tes horaires. Voilà, donc j'ai 2 midis par semaine au foot, et on joue toujours en plein air en plus, donc c'est un bonheur, même en hiver, hein, franchement c'est cool. D'accord. Moi j'arrive pas à jouer le soir, ça m'excite trop, donc j'arrive pas à dormir. Donc toujours préserver son sommeil. Et puis guitare, j'ai un petit groupe de jazz avec mon pote Charles qui est saxophoniste, donc on prend plein de trucs de blues. Comment s'appelle le groupe on s'appelle The Trumpets. The Trumpets, d'accord, les trompettes. Et non, pardon. Plus comme Donald Trump et ses Claudettes. Ah, The Trumpets, comme de. Ouais, effectivement, il y a un jeu de mots avec les trompettes. Et vous jouez du coup où est-ce qu'on te voit quand tu joues? On dirait la fin de l'émission de je sais pas, de Drucker. On joue souvent à Pigalle, dans des petits bars à Pigalle, que ce soit au Docteur Lupin, on a joué au Grand Hôtel Pigalle, c'était un peu coincé du cul. On joue je sais pas, voilà. Et donc on peut le voir sur une page Facebook où tu l'annonces ou un truc ou même pas, c'est que pour les amis. Non, c'est vrai que c'est un peu que pour les potes pour l'instant, mais si on devient vraiment bon, peut-être qu'on se créera une page Facebook, on verra. Mais là pour l'instant, on est vraiment à l'ancienne, on fait des vieux trucs de blues, de soul. Vous aurez 100% de remise sur les tickets d'entrée pour The Trumpets. Ah ouais, c'est gratuit. C'est gratuit, donc ça tombe bien. Top. Écoute, c'est cool. Je vais juste récapituler, donc capitalkoala.fr et .com, voilà, Vinyl Club, le vinylclub.com, la yogabox.com, la bougiebox.com, voilà, j'imagine. D'accord, tu fais les visites de ton atelier le dimanche, journée du patrimoine, j'imagine, comme tout le monde. Et voilà, on oublie des choses, on t'ajoute donc sur
Jean-Yves Bernard sur LinkedIn plutôt, ouais. Très bien. Et puis ouais, c'était un peu long, mais voilà, en tout cas l'idée c'était de raconter, d'après ce que tu m'avais dit, un petit peu un parcours voilà, loin de certains canons, de la vitesse des levées de fonds, ou voilà, plutôt multi-entrepreneur, plein de choses à côté. Et je l'ai pas dit, ça paraît évident, mais tous ces projets se nourrissent les uns les autres. Et c'est avant tout des aventures humaines. La vie que j'ai eue et que j'ai toujours avec Alex sur Koala, ça m'a fait progresser humainement et en tant qu'entrepreneur. Avec mes associés sur le Vining Club, de travailler à distance, et puis avec des mecs qui sont peut-être un peu moins tech mais plus artistes, c'était fabuleux aussi, et ça l'est toujours. Avec Jonathan, je me frotte à quelqu'un qui est d'une efficacité redoutable, donc j'ai aussi pris dans ses méthodes, dans ses outils pour me nourrir et pour l'appliquer sur mes autres boîtes. Donc aujourd'hui, sur Capital Koala, on fait plein de choses au niveau acquisition, Facebook, etc., que j'avais expérimenté par ailleurs avec John. Voilà. Donc tout ça, ça se nourrit. C'est une grande et belle histoire. Et finalement, il y a un côté sécure aussi de se dire j'ai plein de projets, s'il y en a un qui se casse la gueule, je suis pas mort. Enfin, tout ça, c'est. Mais, alors moi, en plus, je suis pas du tout donneur de leçons. Justement, l'objectif ici, c'est plus de dire, écoutez, il y a plein d'options quoi sur la table. Il y a des business qui peuvent pas marcher sans un directeur technique associé. Il y en a plein qui peuvent marcher avec. Il y en a qui peuvent pas marcher sans lever de fonds. J'ai un copain que j'inviterai prochainement, mais qui vient de vendre sa boîte. J'aurais pas le droit de le dire, ou si je le dis, je pourrais pas l'inviter après. Donc voilà, mais vraiment très très gros succès. Moins de 3 ans, pas de levée de fonds, un truc de maboule. Et je veux dire, aujourd'hui, la levée de fonds, c'est super pour plein de business. Nous, on vient d'en faire une sur WeFlash, le business de photos, et c'est indispensable pour aller plus vite, pour faire de l'acquisition, pour aller à l'étranger, pour grossir, pour rentabiliser pas mal de choses. Je pense que c'est indispensable sur ce business. Ça l'est pas sur tous. Mais en revanche, ce que je trouve intéressant, c'est de bien dire qu'aujourd'hui, c'est pas obligatoire, que ça te permet aussi, Jean-Yves, il est en face de moi en t-shirt, tongs, short, et moi je suis parce que j'ai eu 2 rendez-vous voilà. T'es beau, toi. Moi je suis t'es très beau aussi, je suis en chemise, bien habillé, etc. Je pète de chaud, et je veux dire il y a aussi quand même tout ça rentre en jeu à un moment, le bonheur, la volonté de pouvoir vivre plein de choses et comme on veut les vivre. Et moi ça me plaît beaucoup. Il faut éviter aussi la fuite en avant absolue qui peut être inhérente à pas mal de business, surtout que quand t'as des bonnes sorties, enfin on a écouté ici des épisodes avec Rachel Delacour, fantastique, avec Céline Lazorte, fantastique, où tu sors avec des dizaines de millions d'euros et des choses comme ça, c'est fantastique. Mais quand tu t'es cramé la vie pendant 5 ans, 10 ans et que derrière tu sors avec rien, t'as appris plein de choses, c'est des super aventures, mais je pense que le bilan il est pas toujours le même, et c'est vrai que moi j'aime bien aussi cette approche de se dire à la fois tu prends, à la fois t'apprends, tu cross check toutes les choses sur tes différents business, tu redonnes à des élèves à l'ESCP, et je le dis, tu le fais pas pour l'argent parce que je sais à peu près combien on est payé là-bas. Ouais, non, c'est pas et voilà, mais c'est vraiment pour le faire et pour aider d'autres personnes. T'es ici aussi pour ça. Donc voilà, moi je vais avoir 2-3 questions encore parce que c'est pas assez long à mon goût. Non, mais qu'est-ce que tu te dirais si tu te revoyais il y a 10 ans, en 2007? En 2007, un conseil que tu te donnerais? Là, franchement, je te dirais que je sais pas. En fait, en 2007, on m'a donné un très bon conseil. Ouais. Du coup, j'aurais pas besoin de me le donner à moi-même, mais je vais donner le conseil qu'on m'a donné en 2007. Un copain qui venait de revendre sa boîte, bien, tu vois, genre 10 millions, bien et tout, super, une super boîte. Mais il m'a dit, si j'ai un seul conseil à te donner, ça part peut-être de là, c'est de pas trop dilapider tes parts au départ, parce que lui, il a un peu vendu ses parts un peu comme ça venait, il s'en foutait. Et puis il s'est retrouvé avec 15% de sa boîte. Le jour où il a revendu 10 millions, c'est pas rien, mais il a un peu regretté. Il s'est dit, j'aurais peut-être pu avoir 2 fois plus de parts comme certains de mes associés, et ça aurait été un peu différent. Donc c'est peut-être parti de là, effectivement, de se dire pas trop dilapider ses parts dès le départ. J'avais bien aimé ce conseil-là. Mm-hmm. Voilà, sinon j'ai pas de là comme ça, en tout cas pas en 2007, mais j'ai pas de conseils à me donner là comme ça tout de suite. D'accord. T'as un bouquin à me conseiller? Je suis en train de relire L'insoutenable légèreté de l'être,
D'accord. On n'est pas dans l'entrepreneuriat, mais on est dans la vie, le grand questionnement de la légèreté ou la pesanteur, enfin, qui est un peu une bible pour pas mal de gens et pour moi. Et là, je suis en train de le relire justement parce que c'est un des piliers de notre grand projet de fin août. On part avec quelques-uns au Burning Man. D'accord. Événement incroyable, sociétal et artistique auquel je suis allé il y a 2 ans. Sans faire de prosélytisme, c'est assez fascinant comme expérience à vivre un jour, loin des a priori qu'on entend classiquement sur la teuf, le sexe, que sais-je, ou les drogues. C'est qu'une infime partie de la chose. Donc je relis Insoutenable légèreté de l'être, qui est un de mes bouquins favoris. Voilà, je sais pas, c'est le premier qui m'est venu parce que je suis dessus en ce moment. D'accord. Et est-ce qu'il y a un truc comme ça là que t'adores, qu'un truc qui te plaît beaucoup et qui surprend tout le monde quand tu le dis, genre un truc un peu genre je sais pas, j'adore les tu vois je sais pas, attends, qu'est-ce que tu me demandes là? Un petit truc un peu caché quoi. Bah moi mon truc, je l'ai un peu dit à demi-mot tout à l'heure, j'écris des nouvelles. Ouais. Je sais pas si ça répond un peu à ta question, si, un truc original. Déjà, et en plus, tu les postes parce que tu les donnes, tu les envoies maintenant parce que c'est ça aussi. Oui, on envoie dans la box, ouais. Ouais. Mais donc, faut quand même, il y a quand même un peu de parce que t'es pas hyper pudique parce que faut oser, quoi. Tu te dis, t'es jugé un peu là-dessus quand même. Ouais, mais en fait, ça fait longtemps que j'écris et j'ai écrit beaucoup de chansons, j'ai fait beaucoup de concerts, donc je me suis mis à poil sur scène longtemps et du coup, c'était très dur au début, mais au bout d'un moment, tu te fais ta carapace. Et après, j'ai commencé à écrire des textes, enfin des nouvelles, avec l'idée de faire un roman plus tard. Et bizarrement, je trouvais ça moins dur, puisque une chanson, quand tu la chantes, t'es devant les gens en train de la chanter, alors que là, je file aux gens, ils le lisent quand ils veulent ou ils le lisent pas d'ailleurs, mais je me sens beaucoup moins dénudé. Donc voilà, donc j'ai créé mon blog, j'avais pas mal de petites nouvelles dessus. Si vous voulez voir d'ailleurs, un petit peu de promo, ça s'appelle blog-blanche, blog blanche avec le tiret du 6, .tumblr.com tout simplement. D'accord. Il y a quelques textes là-dessus et les nouvelles écrites pour la Bougie Box, elles sont pas encore sur le site, faut qu'on refasse tout le site là à la rentrée. Mais voilà, donc c'est un peu mon truc, un peu mon violon d'ingre à moi, et puis je m'amuse. Voilà. Et allez, une toute dernière. Si tu savais que tu pouvais pas échouer, si tu savais que tu pouvais te lancer dans un truc et qu'il y avait 0 option que t'échoues, qu'est-ce que tu ferais? Ah, c'est une bonne question. En fait, moi, globalement, je suis assez heureux de tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas de manque. C'est-à-dire, s'il y a 2 choses qui pourraient répondre, déjà, oui, lancer un album de musique. Ouais. Donc, si j'avais aucune chance que ça échoue, toutes mes compos en cours et toutes celles que j'ai pas sorties encore, probablement que je me lancerais là-dedans. Ce serait la première chose, ouais. Et le deuxième truc, en tant qu'entrepreneur, je me suis dit que si je relançais un truc, ce serait peut-être un truc qui change la vie des gens au niveau santé, peut-être la santé des gens, faire du bien aux êtres humains, l'écologie ou la santé, quoi, voilà. D'accord. Peut-être, ouais. Ou président de la République. Ouais. Pourquoi Mais là, pas. tu vas être trop vieux, hein, mon coco. Ouais, c'est clair, c'est Macron, c'est fini. Là. Il a tué le score. Bon, top. Bah écoute, je te remercie, Jai. C'était très cool, très différent. Et merci à toi. Ouais. Merci de m'avoir invité. Je pensais pas avoir. Enfin, c'est justement aussi pour ça qu'on est là. Je pense que j'ai pas le même profil que certains gros entrepreneurs qu'on fait des millions, mais voilà. En tout cas, c'est une aventure différente. Je suis content de l'avoir partagée. Merci Mathieu de me permettre ça. Jai. À bientôt. À plus. Ça y est, un épisode de plus en cette période estivale. J'espère que ça vous plaît toujours autant et que vous allez le partager. Comme d'habitude, je suis preneur de vos retours et de vos échanges sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, Jean-Yves vous a offert un code promo pour la Bougie Box. C'est GDIY, GDIY, donc à rentrer comme code promo sur labougiebox.com. À très bientôt, Génération Do It Yourself, épisode 8, c'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com.
Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.